On va pouvoir s'interroger sur les défis qui restent à relever, sur le moyen de pallier la variabilité de la production des énergies renouvelables, sur ces fameux métaux rares dont on a parlé déjà plusieurs fois, terres rares et métaux rares, et puis sur toutes les innovations qui pourraient voir le jour si on massifie les énergies renouvelables. Alors, je vais demander aux différents intervenants de bien vouloir me rejoindre sur scène. Donc, Ghislain Marcilly, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'École des Mines de Paris, il est membre de l'Académie des sciences. Florence Lambert, directrice du LITEN au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Le LITEN, on a prononcé plusieurs fois cet acronyme sans jamais dire ce que c'était, c'est le Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux. Elisabeth Ayrault, présidente du directoire de la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Elle a été récompensée hier soir. Cédric Philibert, senior analyste à la division des énergies renouvelables de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Dimitri Voisin, responsable R&D chez Mère Agité. Et puis, allez-y monter, il n'y a pas de plan de table, comme je l'ai dit tout à l'heure. Célia Bloel, qui est adjointe à la maire de Paris, chargée de la transition écologique, du climat, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Et puis Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère, co-président du groupe d'études énergie verte à l'Assemblée nationale. Et je préfère le préciser tout de suite, qui est ancien directeur général d'un bureau d'études techniques qui travaillait sur le sujet de l'énergie, donc concerné par tout ce dont on va discuter. Et pour ouvrir cette table ronde, Pascal Canfin, ancien ministre, directeur général du WWF France. Pascal Canfin est le co-auteur du rapport Canfin-Zouati sur les garanties publiques qui a été remis mi-décembre aux deux ministres commanditaires, ministre des Finances et ministre de la Transition écologique et solidaire, qui s'est exprimé ce matin. Quid de ce plan Juncker à la française? Comment est-ce qu'on peut susciter demain des investissements massifs dans les énergies renouvelables? Bref, quelle est votre vision de toute la mécanique qu'il faut mettre en place pour structurer, solidifier et garantir le développement des énergies renouvelables? Bonjour tout le monde. J'ai le privilège d'ouvrir cette table ronde qui est intitulée « Et demain ». Donc ça permettra à chacun de faire preuve d'imagination. Néanmoins, demain se construit aussi aujourd'hui. Et donc c'est très important de penser, certes, le long terme, mais de penser que le long terme se fabrique par des décisions publiques et privées qui sont prises maintenant. Et c'est pour ça qu'au WWF, on regarde toutes ces échéances temporelles et on essaye d'agir, que l'on soit du côté des entreprises privées ou que l'on soit du côté de la puissance publique, pour faire en sorte que les bonnes règles du jeu émergent. À très court terme, c'est certes et demain, mais le premier demain en France, c'est la future loi sur l'énergie et les discussions autour de la PPE. Nous, on travaille sur deux sujets particuliers. Je pense qu'on est totalement alignés entre les énergéticiens du côté des renouvelables et ce que nous défendons en tant qu'ONG société civile, sur deux sujets qui ont été évoqués par François de Rugy dans son intervention récente, qui sont l'éolien offshore et la méthanisation. Trop souvent dans le débat français, pour des raisons assez évidentes sur lesquelles je ne reviendrai pas, quand on parle énergie, on parle d'abord nucléaire. Et le débat société civile, politique, médias, il est très largement focalisé sur le nucléaire. Et du coup, d'autres sujets passent malheureusement, parfois trop à la trappe. Et donc c'est pour ça que nous, on va concentrer notre action dans le travail à venir du WWF sur la PPE, éventuellement sur la loi, mais plutôt a priori uniquement dans le cadre de la PPE, sur le fait d'essayer de débloquer les règles actuelles sur l'éolien offshore pour aller plus vite et plus loin, et débloquer les conditions qui ont été fixées actuellement dans la PPE sur la méthanisation, parce que nous considérons qu'elles sont aujourd'hui quasiment bloquantes pour le développement de la filière. Donc on ne peut pas demander à des filières, l'éolien offshore, de se développer, de se massifier, tout en ayant des conditions de volume qui ne le permettent pas. Donc deux travaux qui sont déjà demain, du court terme, mais qui permettront de construire du demain plus renouvelable. Le deuxième enjeu qui nous semble important,
dès aujourd'hui et encore plus demain, c'est que si on a effectivement un développement des énergies renouvelables, on aura alors un enjeu croissant de tension. On a évoqué le patrimoine, mais aussi avec le patrimoine naturel, c'est-à-dire la biodiversité. Et moi, je ne fais évidemment pas du tout partie de ceux qui opposeraient le sujet climat d'un côté et biodive de l'autre, puisqu'on sait très bien qu'un climat qui se dérègle, c'est aussi une nature qui disparaît. Donc il y a une cohérence à lutter à la fois contre le dérèglement climatique et pour la protection de la nature, mais ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt, dans certains cas, cette cohérence d'ensemble, elle est mise à mal. Et qu'il y a parfois des tensions entre la protection du patrimoine naturel, en l'occurrence la biodiversité marine ou terrestre, et le développement des renouvelables. C'est pour ça qu'au WWF, en France, mais aussi en Allemagne ou dans d'autres pays européens, voire pays émergents, on travaille avec les opérateurs et avec les pouvoirs publics à des tentatives de réconciliation. Et en tout cas, faire en sorte qu'on n'oublie pas le problème, premier écueil, et deuxième écueil, qu'inversement, on ne se drape pas derrière des postures qui rendraient le développement des renouvelables impossible. Donc on essaye d'aller sur ce chemin de crête entre protection du patrimoine naturel, biodiversité, et développement des renouvelables, parce que nous sommes favorables aux renouvelables, et donc on ne peut pas accumuler tous les obstacles qui font qu'à la fin, certes, on est pour le développement des renouvelables sur le papier, mais dans la vraie vie, projet par projet, ça ne se fait pas. Donc vous pouvez compter sur nous pour être un des acteurs qui, à vos côtés, parfois en appui de certains projets, parfois en challenge de certains projets, ça fait partie de notre rôle, qui essaye de trouver ce bon compromis entre protection de la nature locale et développement des ENR. Si on raisonne sur le demain à l'échelle mondiale, on a déjà des signaux aujourd'hui. Et j'attire votre attention sur un document que nous avons publié à Davos, qui s'appelle 10 signaux qui montrent que l'économie verte est en chemin. On a publié ça avec la postface du gouverneur de la Banque de France, qui est toujours intéressant pour une ONG de publier des documents sur l'économie verte à Davos avec la Banque de France. Ça crée un écosystème assez original qui permet de bouger les lignes. Et un des chiffres, on en a 10, un des chiffres que nous avons retenus pour Davos, c'est le fait que pour la 6e année consécutive, au niveau mondial, l'investissement dans les énergies renouvelables dépasse très largement l'investissement dans les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. 280 milliards de dollars d'un côté, 103 milliards de l'autre. Et la tendance ne fait que s'accroître. Donc c'est évident que quand on regarde le stock d'énergie construite, on est sur une base fossile. Lorsqu'on regarde le flux en termes d'investissement, on est en train de migrer progressivement vers une autre économie. Évidemment, trop lentement. Évidemment, trop lentement. Nous sommes tous convaincus de ça, et s'il y a par cette table un acteur qui le dit avec le plus de force possible, c'est évidemment encore plus la société civile et le WWF. Mais si on passe notre temps collectivement à dire que c'est pas possible, que c'est perdu d'avance, etc., ça ne mobilisera pas beaucoup les énergies. Et donc, il faut aller chercher les signaux qui montrent qu'on est dans un point de bascule. Un point de bascule qui est en train de voir émerger l'économie et l'énergie de demain, et tout faire pour que ce point de bascule, d'une part, soit irréversible, et d'autre part, accélère encore davantage. Donc le fait que pour la 6e année consécutive, il y ait beaucoup plus d'investissements dans le monde, dans les renouvelables, que dans les fossiles, ce n'est pas quelque chose qui est connu ni du grand public, mais à la rigueur, on peut se dire que la question de l'investissement, la structure d'investissement dans le monde de l'énergie, ce n'est pas forcément un sujet passionnant, mais ce n'est pas connu non plus des décideurs publics comme des décideurs privés. Et donc il y a aussi un travail, c'est un travail que nous menons, et on le mène avec un certain nombre d'entre vous, notamment le syndicat des énergies renouvelables, tout un travail d'analyse et de transformation des représentations. Parce qu'une société change par les technologies, par les marchés, par les investissements, par les politiques publiques, mais elle change aussi par les représentations qui rendent possibles ces changements de politique publique et ces changements technologiques et créent ainsi un cercle vertueux. Et c'est pour ça que nous, on travaille dans la préparation du monde de l'énergie de demain, on travaille à la fois sur l'offre et sur la demande.
On peut faire l'hypothèse, assez raisonnable me semble-t-il, que contrairement à la transition alimentaire, qu'on est en train de voir dans les pays européens où la consommation de viande diminue significativement depuis plusieurs années, où le bio explose depuis plusieurs années, c'est une transition qui est plutôt tirée par la demande. Et l'offre court après la demande. On peut faire l'hypothèse assez raisonnable que compte tenu des spécificités du marché de l'énergie et du bien énergétique lui-même, ça sera plutôt une transition tirée par l'offre. Et que certes, un certain nombre de citoyens, et on va y venir, cherchent à changer leur propre mode de consommation, et on a besoin d'un travail sur la demande, mais la priorité, c'est d'abord de travailler sur l'offre. Et c'est pour ça que nous, on valorise partout où c'est possible les derniers prix de marché des appels d'offres dans l'éolien ou dans le solaire. Et on considère que dans la zone où sont aujourd'hui les énergies renouvelables, entre 50 et 60 euros le mégawattheure, on est dans quelque chose qui est rentable dès aujourd'hui. Et on ne voit aucune tendance qui inverserait ce gain économique à aller vers les renouvelables. Donc la performance économique, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, c'est pour maintenant. Et la question, à nos yeux, du stockage, elle doit être relativisée. Évidemment, elle est importante après-demain, elle n'est pas essentielle aujourd'hui. On partage les analyses selon lesquelles autour de 30-40% du réseau, sans aucun problème, peuvent absorber des renouvelables intermittentes. Ensuite, évidemment, il faut continuer à travailler. Mais quand on a, et c'est un des chiffres qu'on a présenté à Davos, on a un effondrement du prix, ou du coût plutôt, du stockage, on voit bien que l'écosystème qu'on appelle les 4D, la décentralisation, la digitalisation, la décarbonation et la durabilité, donc un système énergétique basé sur ces 4D-là, est à portée de main. Et donc on a un discours positif, on a un discours sur le fait que les solutions sont soit déjà là, soit à portée de main. Et donc on alerte aussi sur le fait que parfois le discours sur la transition énergétique passe d'abord sur un discours sur la R&D. Il faut inventer, il faut investir sur les solutions de demain. Je pense qu'il faut faire... Oui, bien sûr, il faut toujours investir. L'humanité va chercher du progrès en permanence. Et on ne changera pas ça. En revanche, il ne faut pas que ça soit une façon de draper le fait qu'on n'aurait pas les solutions aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, on les a. Les derniers appels d'offres en France à 50-60 euros le montrent absolument dès aujourd'hui. Et puis la dernière question sur l'offre, et je boucle avec ce que vous avez dit, c'est la question du financement. Et là, aujourd'hui, on voit bien que si on veut massifier le financement des renouvelables, dans leur diversité, on a des technologies matures qui tournent. Et puis on a des technologies sur lesquelles il faut encore un appui de la puissance publique. Un appui pour déclencher la massification. Et là, nous, avec Philippe Zaouati, on a fait une proposition concrète. C'est vrai sur l'énergie, c'est vrai pour la mobilité électrique, c'est vrai pour d'autres sujets. On a un besoin d'un plan Juncker vert français. La BEI, au niveau européen, a imparfaitement, à nos yeux, mais quand même fait un pas significatif en avant dans le design, dans la conception d'une intervention publique qui se fait par le de-risking. L'idée étant de dire assez simplement, l'investissement privé, il est là, il y a énormément de fonds qui sont prêts à investir dans les renouvelables, mais parfois, pour certaines technologies encore, la perception du risque, voire la réalité du risque, est trop importante pour que ça puisse être spontanément massifié. Donc, on ne va pas basculer vers un système où ce serait l'économie publique qui investirait la totalité de l'argent. De toute façon, le voudrait-on, on n'en aurait pas forcément les moyens. Donc, la question, c'est que cette intervention publique, elle se fasse de la manière la plus pertinente et la plus intelligente possible. Et pour nous, ce n'est pas nécessairement des subventions. On a plein d'exemples dans ce secteur du fait que les subventions ne sont pas nécessairement l'outil le plus pilotable et le plus intelligent. En revanche, le de-risking nous semble être le bon outil. Pourquoi ? Parce qu'il est adaptable filière par filière, technologie par technologie, temporalité par temporalité, et il vient dérisquer des risques spécifiques. Je donne l'exemple de la méthanisation. Souvent, le débat avec les ingénieurs va dire oui, mais il n'y a pas de risque spécifique sur la méthanisation. Le risque qui est d'abord à dérisquer, ce n'est pas le risque technologique de l'unité de méthanisation, c'est le risque de l'agriculteur. Vous allez voir le Crédit Agricole aujourd'hui, vous êtes un agriculteur et vous dites je veux développer une unité de méthanisation, vous avez intérêt à avoir un bilan extrêmement solide pour que ça passe. Le risque, il n'est pas sur l'unité de méthanisation, il est sur celui qui le porte.
Et les équipes qui font les projets énergétiques ne connaissent pas bien l'appréhension des risques d'exploitation agricole, et les banquiers qui font les prêts à l'agriculture connaissent très peu le monde de l'énergie. Et donc, typiquement, on est dans un endroit où, si on ne dérisque pas, ça ne se fera pas. Évidemment, il y a d'autres enjeux. J'ai dit en commençant qu'il faut d'abord que les règles du jeu soient pertinentes, ce qui n'est pas nécessairement le cas sur ce sujet à ce jour. Mais même si elles l'étaient, il y aurait une perception du risque qui freinerait la capacité des acteurs privés à avancer. Et c'est pour ça que si on se projette sur demain, sur la massification, c'est bien le sujet, c'est un sujet de changement d'échelle auquel on est confronté, alors on pense qu'un outil qui relèverait d'un plan Juncker vert français, avec un outil qui agrégerait l'ADEME, le BPI, la Caisse des dépôts, les expertises mises ensemble dans quelque chose qui s'appellerait France Transition, ça permettrait d'envoyer un signal très fort aux acteurs privés de la filière de l'énergie et au-delà, de la mobilité, de l'agriculture durable, de l'isolation des bâtiments, etc., pour massifier et enfin atteindre les objectifs que l'on s'est fixés dans ces différents domaines, puisque je fais partie, et je conclurai là-dessus, du Haut Conseil pour le climat que le président de la République a mis en place. Et nous constatons, après d'autres, on ne fera pas que ça, je vous rassure, mais on commence par constater qu'à peu près sur tous les sujets, on n'est pas en train de réussir les objectifs que l'on s'est fixés. Et donc si l'objectif n'est pas de se refixer des nouveaux objectifs sans se donner les moyens d'y arriver, ça c'est le risque de la nouvelle stratégie nationale bas carbone, en disant on a raté, mais c'est pas grave, on va se refixer des nouveaux objectifs et là on va réussir, sans dire absolument pourquoi on va réussir, donc c'est un peu wishful thinking. Et donc si on veut sortir de cette pensée magique, alors il faut regarder les conditions pour y arriver. Et c'est le rôle du Haut Conseil pour le climat qui, j'espère, fournira des analyses indépendantes qui vous aideront dans votre activité et dans votre plaidoyer. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal Canfin pour cette introduction. Une très courte question, parce que je vois le temps qui file là. Une très courte question malgré tout. Vous avez soutenu la loi pour la transparence sur les relations entre parlementaires européens et lobbyistes qui a été adoptée le 31 janvier à 4 voix près et qui impose maintenant aux parlementaires de publier sur Internet la liste des organes de lobbying qu'ils rencontrent. Est-ce que vous croyez que sur le sujet de l'énergie, on va vers plus de transparence? Et quand vous annoncez 50 à 60 euros par mégawattheure, c'est vraiment maintenant du tout compris? Du tout compris? C'est sans surprise. C'est hors stockage, par exemple. Mais je considère aujourd'hui que si on vient sur le sujet des externalités, je pense que d'autres secteurs de l'énergie ont d'autres problèmes qui augmenteraient considérablement les coûts de la production de l'électricité. Donc non, ça n'est pas tout compris, mais c'est compris en fonction des règles de marché actuelles. Sur le lobby, oui, évidemment, je me réjouis de cette victoire récente au Parlement européen et je ne sais pas si Barbara Pompili est restée et j'espère qu'après le Parlement européen, c'est le Parlement français qui le fera. Je crois qu'elle, personnellement, publie les rendez-vous qu'elle a avec les groupes d'intérêt. Par groupe d'intérêt, on entend donc les lobbies, y compris, même si on peut en débattre à l'infini, les ONG. Et moi, je m'inclus dans le fait qu'on défend un intérêt, c'est l'intérêt général, on n'a pas d'intérêt privé. On pourrait absolument défendre le fait que les ONG ne sont pas des lobbies, mais si on commence à rentrer dans ce débat, c'est infini. Donc, considérons que les ONG sont des groupes d'intérêt et des lobbies. Et résultat des courses, nous, on considère que tous les parlementaires français devraient publier à leur agenda la liste des rendez-vous qu'ils ont lorsqu'ils préparent une loi, comme le Parlement européen vient enfin de le voter à 5 voix près. Pourquoi ? On considère que le lobbying, c'est légitime. Dans une société démocratique où les intérêts sont pluriels et dans une économie de marché où les intérêts sont pluriels, c'est absolument normal qu'il y ait des discussions avec les pouvoirs publics, parce que s'il n'y en avait aucun, je pense que ce serait encore pire. On serait dans une décision politique qui sortirait de nulle part. Donc c'est normal qu'il y ait des échanges. Mais il faut que ces échanges soient, 1, équilibrés, et 2, transparents. Parce que sinon, on tombe dans un autre écueil qui est l'opacité, la suspicion et l'éventuel, ça c'est pas sur tous les secteurs bien évidemment, mais on sait que ça peut arriver, l'éventuelle captation de la fabrication de la loi par certains intérêts. Et là, la transparence permet à minima de se rendre compte que si dans la discussion sur la future loi de l'énergie, pour prendre cet exemple-là, ou dans la discussion antérieure sur le décret, si les PPE, si les parlementaires avaient été formellement associés à cela. Un parlementaire voit 10 fois une entreprise X et 0 fois
celle qui pense le contraire ou la société civile qui pense le contraire, on peut penser qu'il y a un biais. Inversement, si un parlementaire voit 10 fois le WWF et aucune fois le monde de l'entreprise du secteur concerné, ça pose aussi un autre problème. Personne ne le sait. Et je considère qu'en ces temps de discussion saine sur la façon dont on fonctionne de manière démocratique en France et en Europe, eh bien, assurer cette transparence permet de diminuer les fantasmes et de remettre de la confiance dans le système de la démocratie représentative. Merci Pascal Canfin, on vous libère donc, et sans vous demander avec quel parlementaire vous avez rendez-vous maintenant. Merci beaucoup pour cette introduction. Ghislaine Marcilly, donc professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'École des Mines de Paris, membre de l'Académie des Sciences, vous allez devoir répondre à une question qui a été souvent posée au cours de ces 2 jours de colloque. Oui ou non, le développement massif des énergies renouvelables fait-il peser un risque sur les terres rares et ou les métaux rares? Et d'ailleurs, peut-être avant d'aller plus loin, quelle est la différence entre les terres rares et les métaux rares? Merci, bonjour à tout le monde. Je vais vous répondre en citant un document que l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ont publié en juillet de l'année dernière, juillet 2018, et qui s'appelle « Stratégie d'utilisation des ressources du sous-sol pour la transition énergétique française ». Et le sous-titre s'appelle « Les métaux rares ». Alors, la question que nous nous étions posée, c'est une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce rapport, c'est est-ce que, Parlez bien près du micro, est-ce que la transition énergétique va réclamer des matériaux nouveaux qu'on n'utilise pas jusqu'ici et qu'on risque de se trouver en risque de pénurie sur certaines terres rares, métaux rares, etc. Alors, pour répondre précisément, qu'est-ce que c'est que les terres rares? Les terres rares, c'est un terme scientifique qui date de la création de ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, qui a été mis au point par un Russe qui s'appelle Mendeleïev en 1869. Et vous savez que tous les éléments, ça commence par le numéro 1 qui est l'hydrogène, et ça terminait sur les uraniens ou les transuraniens. Je vous fais confiance pour une réponse courte, parce que là je vois qu'on repart chez Mendeleïev. Oui, vous me demandez de préciser. D'accord, oui, lui, je suis professeur, donc je vais vous faire un cours sur les éléments rares. C'est ce qui m'inquiète. Donc, ah oui, mais vous m'avez coupé maintenant. Pardon, mais différence entre terres rares et métaux rares. C'est donc une catégorie de 17 éléments qui appartiennent au tableau périodique des éléments, qui sont des éléments moyens ou lourds, et qui ont des propriétés chimiques voisines. Et on les a regroupés ensemble en disant tous ces métaux-là, ils sont à peu près pareils, on les appellera les terres rares. Donc ça date du début de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Et ce mot rare veut dire qu'il n'y en a pas partout, mais disons, ça n'a rien à voir avec pénurie. Donc les métaux rares, ça c'est autre chose. La métaux rare, c'est justement ceux, qu'ils soient terres rares ou qu'ils soient métaux naturels, eh bien, peuvent manquer pour assurer la transition énergétique. Donc nous avons éliminé ce terme de terres rares, sauf pour qualifier certains métaux. Je prends un exemple, le lithium. Le lithium est un élément nécessaire pour la constitution des batteries électriques pour par exemple les véhicules. C'est un des moyens de stocker de l'énergie. Le lithium n'est pas une terre rare, mais c'est un métal qui est assez rare. Donc on a besoin de savoir quels vont être les problèmes d'approvisionnement de la société française en lithium pour satisfaire aux objectifs de la loi énergétique. Un autre exemple, par exemple, le dysprosium. On a beaucoup parlé d'éolien ici. Il faut savoir qu'il y a besoin, pour faire de l'éolien efficace, de moteurs, d'alternateurs dans les éoliennes qui soient à aimant permanent. Et ces aimants permanents, eh bien, on les fabrique le plus souvent avec des terres rares, et la terre rare qui est la plus utilisée, ça s'appelle le dysprosium. Alors lithium et dysprosium, c'est pas pareil. Le dysprosium est une terre rare, on en a besoin, c'est un métal rare. Le lithium n'est pas une terre rare, mais c'est un métal dont on a aussi besoin et qui devient un métaux rare. Donc voilà la définition. Alors, de quoi d'autre a-t-on besoin pour développer massivement les énergies renouvelables? On nous pose souvent la question de savoir si le silicium est une terre rare. Non, le silicium n'est pas une terre rare. C'est pas non plus un élément rare, il y en a énormément. Tout le sable du désert est fabriqué essentiellement de silice, c'est-à-dire d'oxyde de silicium. Donc le silicium ne sera jamais un matériau dont on aura, on risque de pénurie. En revanche, les matériaux... Alors je préfère le terme de matériaux métaux, parce qu'on va peut-être avoir besoin
d'énormément... On va dire matériaux, si vous voulez. À partir de maintenant, on dit ni terres rares, ni métaux rares, on dit matériaux. Voilà. Matériaux rares à destination des renouvelables. Quelle est la réponse de ce rapport de l'Académie des sciences et des technologies? Pénurie ou pas? La réponse la plus importante, me semble-t-il, c'est qu'on sait que les besoins de ces matériaux, de ces métaux, vont devenir énormes, et donc on va avoir une tension sur la capacité d'extraire de la planète, du sol de la planète, ces métaux. La bonne nouvelle du rapport, c'est que pour les 100 ans qui viennent, le stock de ces matériaux au sein de l'écorce terrestre est tel qu'il n'y aura jamais pénurie. On ne va pas se trouver un jour, il n'y a plus de lithium, ou il n'y a plus de dysprosium, ce n'est pas possible, il y en a énormément. Le problème, c'est le coût. Plus il devient exploité, plus il devient cher, et il est difficile de l'extraire et de le mettre à la disposition des gens. Donc ça, c'est une première réponse. Donc là, on parle de quantité. Quantité. Maintenant, localisation de ces ressources. Pardon ? Localisation. Localisation. Où sont ces ressources? Alors écoutez, aujourd'hui, si on est un peu précis, peu des matériaux dont nous avons besoin sur la transition énergétique française proviennent du sous-sol français. L'essentiel des métaux dont nous avons besoin sont importés de Chine, d'Australie, du Congo, d'Amérique latine, etc. Et en fait, nous produisons peu ou presque peu pas de ces métaux ou matériaux rares dont on a besoin pour la transition énergétique. Alors ça, c'est une première question. Si on regarde la carte de l'Europe, des zones des pays européens où il y a des potentialités de trouver des métaux rares, eh bien on s'aperçoit que la France est le pays le plus riche potentiellement en ces métaux rares. Donc effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas exploiter chez nous les métaux, si on les trouve, qui permettraient de produire ces métaux rares dont nous avons besoin pour la transition? Alors il y a des ingénieurs des mines dans la salle, là, vous allez leur proposer de réouvrir des mines en France. Pour l'instant, nous ne proposons pas de réouvrir des mines. Nous proposons de dire il faut savoir ce qu'on a sous nos pieds. Autrement dit, on va faire un inventaire. Alors l'inventaire actuel ne dépasse pas 500 mètres de profondeur. Il faut aller plus profond, il faut aller à 1000 mètres à peu près, et regarder quel serait le potentiel. Alors où en France? C'est la Bretagne ou le Massif central. C'est des terrains anciens, et c'est là qu'il y a des potentialités éventuelles en France métropolitaine de trouver ces fameux métaux. Sinon, il y a l'ultramarin. Alors, ce que vous connaissez bien sûr, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est déjà productrice de nickel, de cobalt et de chrome. Pardon ? Et de chrome. Et de chrome, voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, la Guyane. La Guyane, on parle beaucoup de l'or en Guyane, mais il y a une absence de prospection systématique importante en Guyane, mais il y a très certainement des métaux rares dont on aurait besoin, peut-être en Guyane, et puis dans d'autres territoires outre-mer. Et puis il y a un dernier territoire sur lequel il faut tenir compte, c'est le sous-marin. Vous savez qu'au fond de la mer, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques, où il y a des encroûtements polymétalliques qui peuvent être très riches en métaux, qui ne sont pas nécessairement ceux dont on parle aujourd'hui, mais qui sont peu connus, et on ne sait surtout pas comment mettre en œuvre une exploitation des fonds sous-marins qui soit écologiquement acceptable. Dès qu'on va commencer à touiller, gratouiller pour récupérer des matériaux au fond de la mer, on fait de la poussière, on va faire de la boue qui va se répandre dans l'environnement et qui va avoir un effet néfaste extrêmement important sur la faune marine profonde. On parle des grands fonds, 4000 mètres ou plus. Donc là, il y a un effort à faire, un effort de recherche à faire. Comment pourrait-on exploiter des minéraux importants qui se trouvent sur les fonds sous-marins? Alors je reviens sur l'exploitation que vous me posez. Il y a des ingénieurs dans les mines dans la salle, je l'espère. Vous me posez la question, est-ce que c'est acceptable d'ouvrir des mines en France? Ça, c'est un problème éthique. C'est un problème éthique parce que nous avons besoin de ces matériaux. Et là, j'ai un téléphone portable, vous n'imaginez pas le nombre de métaux rares qui sont nécessaires pour que mon téléphone portable fonctionne. Est-ce que je suis fier de savoir que toute la pollution exploitée, engendrée par l'exploitation des mines, se situe au Congo, au Chili, en Australie, ou dans des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre? Non. Si nous voulons utiliser des métaux rares, il faut que nous ayons l'honnêteté de dire, si nous avons des potentialités dans notre pays, exploitons-les chez nous, avant d'aller imposer la pollution. Par exemple au Congo, où il y a énormément de ressources minérales, mais où les Congolais ont peu d'expertise et de compétences pour protéger et faire des mines qui soient acceptables écologiquement parlant et ne polluent pas l'environnement. Donc là, il y a un problème de fond qui est, est-ce qu'on va accepter en France
d'ouvrir des mines. Alors nous disons, commençons par voir si on a des ressources. S'il n'y a pas de ressources, ce n'est pas la peine de se disputer entre nous. S'il y a des ressources, la question se posera, et la morale là-dedans est l'élément, à mon avis, essentiel pour décider si oui ou non il faut le faire. Une dernière question, Ghislaine Marcy. Est-ce qu'il y a des tentatives de monopole de certains pays ou de certaines parties du monde ou de certaines familles qui tiendraient des territoires riches en métaux rares? Alors j'ai omis de citer, j'aurais dû le faire, le principal pays producteur d'où nous importons des terres rares, justement, c'est la Chine. Il y a 3 pays qui produisent des terres rares, il y a la Chine, il y avait les États-Unis et il y a l'Australie. Les États-Unis avaient des exploitations, une mine qui s'appelle Mountain Pass, qui était assez polluante. Autrement dit, l'exploitation de cette terre rare engendrait une pollution de l'environnement extrêmement grave. L'EPA a dit à cette compagnie minière, il faut que vous mettiez des filtres, des moyens de protection, etc., et que vous ne polluiez plus en exploitant les terres rares. La société a examiné le problème, a dit c'est faisable, mais ça va doubler le prix des terres rares. Le gouvernement américain n'a pas suivi, donc la mine s'est fermée. Et donc actuellement, 80% des terres rares sont produites par la Chine. Et la Chine produit à des prix compétitifs parce qu'elle ne donne pas de poids à la pollution de l'environnement. Donc elle laisse faire. Les entreprises chinoises d'exploitation des mines de terres rares polluent comme il n'est pas possible de faire. Et ces polluants, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des produits radioactifs. En général, ce sont des produits radioactifs qui sont dangereux pour la santé, etc. Donc on laisse faire ça chez les Chinois. Les Chinois acceptent de polluer chez eux parce qu'ils veulent avoir le monopole. Et le jour où ils auront le monopole, ils monteront les prix à un niveau qui permettra éventuellement de faire des mines propres en Chine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a effectivement un problème éthique ou politique qui est, est-ce qu'on laisse s'installer des monopoles dans certains pays au mépris, si vous voulez, de la protection de l'environnement. Merci Ghislaine Marty pour cette réponse très précise à une question récurrente et en question de la salle, on l'a eu au moins 3 ou 4 ou 5 fois sur ces 2 jours. Lien tout naturel vers Florence Lambert, directrice du LITEN, donc un laboratoire dépendant du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous faites partie d'une des 1500 à 2000 personnes qu'a cité ce matin l'administrateur général François Jacques, ces personnes du CEA qui travaillent hors nucléaire. Alors, quels sont les grands enjeux de la R&D pour accompagner et pour réussir la transition énergétique dont on parle depuis déjà 2 jours? Peut-être que, permettez-moi, je crois qu'on est à la fin ou presque du colloque, de rajouter un défi 0 à la recherche, qui est de continuer à avoir des industriels à qui transférer les technologies. Parce que je pense que ça peut être, tout ce que je vais vous dire par la suite sera balayé en matière d'utilité si finalement le volet industriel s'effondre, parce qu'on a un vrai défi aujourd'hui qui se met en œuvre, avec la vraie nécessité de se battre à armes égales et d'imaginer que dès lors qu'on va devoir mettre en œuvre une usine, il y a toute une phase d'investissement et de rentabilité à gagner. Voilà. Alors peut-être le défi 1, c'est que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans les énergies renouvelables, on a une grande clause de revoyure au niveau technologique aujourd'hui. Et ça, c'est quand même partagé avec bon nombre de technologies qui composent la transition énergétique. Alors, c'est le solaire, où aujourd'hui, on voit que l'aluminium BASF, qui a été développé massivement en Chine, va petit à petit céder sa place à d'autres technologies. Alors, on parlait ce matin d'hétérojonction, qui est plutôt développé par le CEA, mais il y a aussi le PERC, etc. Donc, on a une vraie opportunité de nouvelles technologies sur le photovoltaïque. C'est aussi vrai sur les batteries, puisque du lithium-ion, nous allons aller vers le lithium tout solide, qui va apporter non seulement de la sécurité, mais aussi de nouveau des possibilités en matière d'autonomie, de densité d'énergie. Et puis, il y a tout ce qui nous arrive autour de l'hydrogène, couplé à du carbone, où on peut commencer à imaginer aujourd'hui vraiment des mécanos moléculaires. Et tout ça, ça laisse des vastes champs pour les technologies, et qui font que l'Europe peut enfin tenir des opportunités de lancer des nouvelles usines. Alors le défi pour le chercheur dans tout ça, c'est de vraiment pouvoir accélérer le transfert de technologies, vraiment essayer de traverser au plus vite cette vallée de la mort, parce que c'est très bien d'avoir de l'innovation au niveau du laboratoire. Le LITEN dépose plus de 210 brevets sur vraiment l'ensemble des technologies par an, mais il faut vraiment que ça puisse toucher l'industrie.
Et ce transfert de technologie va être accéléré, notamment au travers de ce que l'on met en place, des plateformes technologiques qui doivent être un vrai continuum, avec le labo qui va être à l'échelle presque industrielle, travailler sur toute la chaîne de la valeur. Alors ce sont des matériaux, on en a parlé, ce sont aussi des équipementiers qui vont être en charge du procédé de mise en œuvre des composants, qu'on parle de panneaux solaires ou de batteries, et qui vont être quand même à la clé de leur rentabilité, et que je pense qu'on a un petit peu oublié en France, en Europe. Et puis ça va aller vraiment aussi jusqu'aux intégrateurs de systèmes. Donc plateformes technologiques qui doivent être un continuum entre la recherche et l'industrie, et qui va aussi permettre de décloisonner les différentes recherches. Parce qu'au sein du CEA, on fait plutôt de la recherche technologique. Donc nos chercheurs, il y en a bon nombre qui ont des thèses, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent de l'industrie. Mais il ne faut pas cloisonner, parce que même quand on développe nos couches nanométriques de l'hétérojonction, on a besoin de repartir sur la physique de base pour bien comprendre et améliorer le procédé. Donc vraiment, pour moi, le premier défi, c'est pouvoir agréger tous ensemble au sein de ces plateformes technologiques. Alors le deuxième défi, c'est que je pense que les chercheurs doivent assez vite quitter le confort de leur laboratoire et aller au plus tôt vers les usages. Parce qu'on voit que dans la révolution que l'on vit sur l'énergie, il va y avoir aussi une partie qui va être complètement aux mains des usages. Alors c'est pour ça qu'on a souhaité aller dans l'initiative d'Energy Observer, que vous avez peut-être vu cette année, qui pour le CEA est un véritable laboratoire navigant. L'idée, c'était pas forcément de faire des records, mais de pouvoir éprouver les technologies avec une vraie réalité industrielle derrière. Les panneaux solaires, derrière, il y a un transfert industriel. La pile à combustible, c'est la cousine de ce qu'on a dans la Kangoo de Symbio. Et ce qui permet donc de très très vite de se confronter aux usages et au vieillissement des technologies. Et dans ces usages, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau, notamment pour le CEA, c'est qu'il faut voir un continuum des usages. Jusqu'à maintenant, on a dressé quand même plutôt largement les réseaux énergétiques. Or, aujourd'hui, nous rentrons vraiment dans une logique d'optimisation de l'énergie continue entre le stationnaire et la mobilité, et qu'il va falloir vraiment, pour le chercheur, intégrer tout ça. Juste un exemple, on a fait un calcul sur les besoins en matière de stockage stationnaire. Alors, si on est dans une hypothèse de 50% d'énergie renouvelable, très volontariste sur le véhicule électrique, mettons 10 millions, que 15% qui serait en bidirectionnel, et bien en fait, ça suffit. On n'a pas besoin d'ajouter de stockage additionnel. Donc vraiment, un des enjeux, c'est de pouvoir rentrer dans un continuum d'usage et de décloisonner tout ça. Et puis, il y a un troisième, pour moi, qui ajoute à la complexité, qui est le volet multidimensionnel, j'y arrive, de l'énergie, avec la nécessité d'avoir une vision systémique de l'énergie, de ne pas opposer les technologies. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et je suis complètement convaincue qu'on n'aura pas une juxtaposition de panneaux solaires, de batteries, etc. Il faudra viser des optimums. Je pense que sur le stockage, alors on avait échangé l'année dernière sur ce sujet, on pourra avoir des complémentarités entre de la batterie qui fera le job pour de la petite mobilité, mais avec un grand relais de l'hydrogène qui va pouvoir faire soit plus d'autonomie, soit de la recharge immédiate, soit l'électrification de grandes plateformes. Et il va y avoir un vrai enjeu pour les chercheurs, en tout cas, de pouvoir appréhender ce côté multidimensionnel de l'énergie. Et c'était un des points qui a été évoqué ce matin par François Jacques, d'ailleurs, quand il citait le projet du CEA d'avoir une vision intégrée de l'énergie. Je pense que notre organisme a un atout, parce que souvent on se compare avec d'autres équipes excellentes en Europe, par exemple les Fraunhofer, mais qui vont avoir une vision assez dispersée. Donc les équipes batteries vont peut-être pas forcément parler à celle hydrogène. Et je pense qu'au sein de notre pays, fort de notre construction, de notre organisation, sur cet aspect-là, on peut aller plus vite en visant vraiment cet aspect systémique. Et puis le dernier point sur la multidimension. Puisqu'on parle de la vision intégrée de l'énergie, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que vous êtes copilote du groupe de réflexion d'énergie intégrée avec Philippe Storck de l'ADENE, le patron de la direction électronucléaire. Tout à fait. Et c'est exactement l'objectif. Ça étonne beaucoup de gens que ce soit le patron de la direction électronucléaire qui s'occupe de l'énergie intégrée. Alors, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il vient aussi des énergies renouvelables. Et je pense que c'est toute la richesse donc, de l'association, c'est d'avoir une vision complémentaire des énergies,
nucléaire renouvelable, certes, mais pas que. Donc en essayant le plus possible de mettre en œuvre des passerelles énergétiques entre les différents vecteurs, de viser l'efficacité, de viser vraiment le fait de pouvoir orchestrer tout ça au meilleur niveau. Et puis justement, dans cette dimension multiple pour les chercheurs que nous sommes aujourd'hui, il va y avoir la grande rencontre avec le numérique, parce que quand même plus classiquement, nous étions sur des sujets autour des matériaux, de la chimie, de la physico-chimie. Et aujourd'hui, il y a un grand défi de maîtriser tout cela au travers des différentes échelles du numérique. Et ça, c'est d'ailleurs un des points que nous mettons en valeur dans le cadre de la commission du CERF, innovation, formation et emploi, parce qu'on considère que c'est un vrai défi, donc aussi d'accompagnement des acteurs industriels sur ces aspects. Et concrètement, pour le CEA, c'est le fait de pouvoir amplifier tous les métiers du numérique qui vont être mis au service des technologues. Et là, on retrouve vraiment toutes les déclinaisons, depuis l'IoT, des capteurs, le big data, la simulation, jusqu'à de l'intelligence artificielle, pour pouvoir vraiment intégrer de manière agile, intelligente, différentes échelles de territoire et de temps, toutes nos sources de production et de stockage. Et puis alors, il y a une question de la salle qui arrive de Linda Davis, qui s'est exprimée hier, de Giraffe Bioénergie et de W Power, qui dit et l'Afrique demain, 600 millions de personnes sans électricité. Alors, est-ce que vous avez envie de l'envoyer sur la 35e conférence internationale du photovoltaïque, puisque vous allez en être la chairwoman. C'est la première fois qu'il y a une chairwoman sur cette grande conférence, une occasion unique de faire le point à Marseille, 9-13 septembre. Le CEA travaille aussi sur le hors-réseau et sur l'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie. Oui, pour moi, c'est une grande question. Et il est clair qu'on ne pèsera pas à l'échelle du climat si on se regarde le nombril. Donc ça c'est évident. C'est vrai qu'il y aura du coup certainement beaucoup à regarder au niveau de l'Afrique, qui vont faire certainement des rattrapages technologiques, qui vont être vraiment au plus tôt sur des notions de smart grid avec beaucoup de renouvelables et différents stockages. Et d'ailleurs, je pense qu'on risque d'avoir des surprises, puisque dans les réseaux français européens, on raisonne beaucoup sur un monde autour de l'électron. Quand on part sur des développements hyper distribués, je pense qu'on peut presque prendre un pari que peut-être l'hydrogène pourra gagner d'une courte tête ou voire plus, parce qu'en fait, les réseaux d'énergie seront peut-être plus variés. Et dans ce cas-là, on aura vraiment des développements très, très, très importants. Merci de cette perche qui est tendue vers l'hydrogène, puisque je vais me tourner tout naturellement vers Elisabeth Ayrault. La CNR fait déjà des tentatives de stockage par hydrogène. Pour autant, avant de parler de stockage, la CNR innove sur des nouveaux modes de mise en œuvre des énergies renouvelables, notamment sur les terrains qui sont de part et d'autre du Rhône. Alors, c'est vraiment un groupe mix énergétique à lui tout seul aujourd'hui, CNR. Oui, parce que c'est un groupe qui a la chance d'avoir sa colonne vertébrale qui est le Rhône, qui nous a été légué par nos aînés, par nos anciens, et puis qui, il y a quelques années, s'est positionné sur d'autres énergies, que sont donc les énergies issues du vent et du soleil. Comme on est dans la dernière partie et qu'on appelle ça « et demain », je trouve assez intéressant de rappeler que finalement, chaque dirigeant d'entreprise et chaque équipe dirigeante devrait s'interroger sur ce qu'on prépare pour le lendemain, puisqu'en fait, beaucoup d'entre nous gérons beaucoup de ce qui nous a été légué. Donc, en matière de préparer pour le lendemain, à la CNR, nous avons l'absolue conviction que nous arrivons à une certaine maturité en matière de production d'énergie solaire et éolienne, et qu'il y aura à terme, en France en tout cas, sur les zones qui sont les zones très denses, il y aura des conflits d'usage en matière d'utilisation de l'espace. Et donc, nous travaillons sur la réduction de ces conflits d'usage et donc l'utilisation de surfaces qui existent aujourd'hui, qui sont déjà utilisées par l'homme. Et notamment, nous avons gagné lors d'un appel d'offres creux, et d'ailleurs avec le soutien des équipes de Florence, nous avons gagné un appel d'offres sur du photovoltaïque linéaire, donc le long de nos digues,
qui est à ce stade absolument pas mature, mais qui est en fait une expérimentation que nous menons pour essayer de lever 2 verrous particuliers à ce type de production. Le premier, c'est quand on est sur des linéaires importants, il faut évacuer l'énergie dans des conditions économiques acceptables. Et le deuxième verrou qu'il faut lever, c'est un verrou qui est lié à l'accessibilité en fait de ce photovoltaïque linéaire, puisque par principe, ça ne sera pas dans des champs photovoltaïques entourés de grillages, mais bien accessibles au public. Donc ça, ce sont essentiellement les 2 sujets sur lesquels nous travaillons actuellement pour pouvoir, je dirais, démontrer que c'est possible, parce que si c'est possible, ça ouvre la porte effectivement au photovoltaïque de demain, puisqu'on est dans « et demain ». Photovoltaïque de demain, c'est-à-dire on a des linéaires partout en France, partout dans le monde, mais partout en France. Le long de nos digues, effectivement, puisque nous avons quelques centaines de kilomètres de digues qui sont actuellement utilisées à d'autres fins et que nous pourrions utiliser en support. Mais vous avez le long des voies de chemin de fer, le long des autoroutes. Et pourquoi ne pas imaginer que dans quelques années, on pourrait même imaginer qu'on ait des clôtures qui soient en photovoltaïque linéaire. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons. Et le deuxième sujet en termes de conflit d'usage, c'est d'utiliser en fait les surfaces d'eau, puisque nous travaillons sur le photovoltaïque flottant. Ça a été évoqué, je crois d'ailleurs par vous hier, mais on a énormément de plans d'eau, que ce soit des plans d'eau qui sont utilisés pour produire de l'hydroélectricité ou des plans d'eau qui sont utilisés à des usages agricoles. Et donc là aussi, nous avons des expériences qui sont menées de photovoltaïque flottant. Alors avec du photovoltaïque un peu particulier, puisque les linéaires, ça va être du photovoltaïque vertical, et sur les plans d'eau, il ne sera pas tout à fait horizontal, mais avec quelques adaptations quand même pour avoir des centrales flottantes. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue à l'idée que nous sommes dans une diversité au niveau de la production des énergies et que nous sortons d'une période où nous avons... Pascal Canfin le disait tout à l'heure, nous avons raisonné quasiment 100% nucléaire, donc on imaginait qu'il n'y avait qu'une énergie. Il faut absolument qu'on se désintoxique et qu'on se dise qu'il y a une multitude de façons de produire l'énergie, y compris à partir du soleil. On peut avoir des panneaux photovoltaïques qui vont peut-être un jour être sous forme de film, enfin qui sont déjà, mais je veux dire qui pourraient produire beaucoup d'énergie solaire à base de film. On a les routes solaires aujourd'hui qui ne sont pas encore du tout à maturité, mais qui peut-être y arriveront. En tout cas, je pense qu'il y a de multiples façons de produire de l'énergie à partir du soleil, que ce soit vertical, en film, horizontal, on va dire peut-être pas à l'ombre, pas encore en tout cas. Il y a déjà pas mal d'applications des routes solaires. Moi, c'est vrai que j'imaginais la route nationale solaire, mais il y a déjà beaucoup d'applications sur des espaces de dégagement sur des parkings, sur des endroits en ville, sur des quais de chemin de fer, par exemple, le quai d'une gare non recouverte. Florence pourra en parler mieux que moi, puisque l'INES a été à l'origine de... Mais moi, j'y crois beaucoup. Je crois en tout cas qu'il faut qu'on apprenne à utiliser les surfaces existantes pour éviter tous ces conflits qui naissent partout. Et je crois que quelqu'un l'a dit aussi lors d'une table ronde. Aujourd'hui, le solaire est très bien accepté, mais le solaire, à terme, va finir par ne plus être accepté. Et donc, il faut que dès aujourd'hui, nous préparions demain en travaillant sur d'autres formes d'usage des surfaces construites. Elisabeth Hérault, au moins une dizaine de questions de la salle sur le stockage. Alors le stockage, c'est pareil, on travaille sur différentes formes de stockage, surtout en partenariat, parce qu'on ne va pas travailler tout seul, différentes formes de stockage, parce que chaque forme de stockage a son propre usage. Donc il y a du stockage de court terme, du stockage de moyen et long terme. Et donc nous travaillons essentiellement sur 2 formes de stockage, donc tout le stockage sous forme de batterie et le stockage sous forme d'hydrogène, effectivement, en partant d'un principe simple, c'est que nous avons un fleuve magnifique, extrêmement puissant et qui coule tout le temps. Nous n'avons pas de stockage au niveau du fleuve, nous ne sommes pas sur une hydroélectricité de moyenne et haute chute avec des retenues d'eau, et donc ce fleuve coule tout le temps, de nuit, de jour, enfin j'espère qu'il coulera tout le temps, puisque de temps en temps il coule moins, de temps en temps plus, mais et donc en fait nous cherchons aujourd'hui à optimiser en fait la production du fleuve. Nous cherchons à la stocker au moment où le fleuve continue à produire autant que par exemple au moment où on a besoin d'énergie, mais au moment où il produit toujours autant, on a moins besoin d'énergie, ou, soyons honnêtes, les prix de marché ne sont pas bons, et donc nous cherchons à stocker en masse
en fait cette énergie dégagée par le fleuve, ce qui nous a amené à travailler très tôt sur l'hydrogène et l'hydrogène vert, hein, puisque c'est une des particularités de la CNR que d'être un producteur 100% renouvelable. Donc nous travaillons sur ce sujet. Pour aborder ce sujet, nous avons de nombreuses expérimentations qui sont en cours. On a une expérience qui est menée sur à Fos, sur le port de Fos, avec d'ailleurs différents partenariats, où nous produisons de l'hydrogène qui peut être injecté dans des réseaux, puisque l'objectif à terme, c'est de pouvoir injecter cet hydrogène dans les réseaux. Nous travaillons sur un projet qui est en dessous de Lyon, qui sera un très gros projet de production d'hydrogène, puisqu'il devrait faire 30 à 40 mégawatts, donc on est vraiment dans des outils industriels. Et notre objectif, c'est à moyen terme de pouvoir effectivement utiliser l'hydrogène pour pouvoir stocker sur du moyen et long terme, en fait, une part de l'énergie dégagée par les énergies renouvelables, le Rhône en particulier, mais nous travaillons aussi sur le stockage de l'éolien et du photovoltaïque. Vous avez dit injecter dans les réseaux, mais aussi, pourquoi pas, alimenter des véhicules électriques à combustible. C'est aussi une de nos options. Nous cherchons aujourd'hui à maîtriser la chaîne de l'hydrogène. Nous ne cherchons pas forcément à produire de l'hydrogène pour des véhicules, mais ça passe par la maîtrise aussi de cette brique. Et nous lançons, puisqu'on a obtenu toutes les autorisations, non sans mal, mais nous lançons à l'entrée du port Édouard Herriot à Lyon, nous lançons en fait une station qui va nous permettre de distribuer 3 types d'énergie verte, de l'hydrogène, du gaz naturel vert et de l'énergie verte, de façon à pouvoir faire des recharges de véhicules. Donc voilà, là aussi, diversité, il n'y a pas qu'un seul usage, mais ça sera une hydrogène qui sera produite aussi à partir de l'eau du Rhône. Une dernière question, Elisabeth Ayrault, avant de donner la parole à Cédric Philibert, qui range son frein tant il a envie d'intervenir sur le stockage. Je suis un petit peu quand même. Quelles innovations financières pour le développement des énergies renouvelables? Avec vos cercles concentriques autour des projets que vous menez, vous innovez là pas mal aussi. Oui, alors en fait ça vient beaucoup de la nature de ce que nous sommes, puisque notre capital est partagé entre à la fois un industriel et des collectivités et la Caisse des dépôts. Donc on a une appétence naturelle et qui est, je dirais, qui est depuis des décennies, une appétence naturelle à ce que j'appelle une redistribution en fait. Et j'ai eu l'occasion de le dire, je crois même ici, je suis absolument convaincue qu'on ne peut pas continuer en France à ignorer qu'il y a des populations qui subissent quelque part les outils industriels que nous construisons pour produire de l'énergie et qui pourraient ne pas en avoir de retombées. Alors c'est vrai que nous, les collectivités, ont beaucoup de retombées, des résultats qui sont produits par la CNR. Et donc naturellement, nous avons pris des engagements, notamment lors de la COP21, d'ouvrir nos outils industriels de production d'énergie au public, mais pas que. Pourquoi pas que? Parce que nous avons aussi décidé d'ouvrir en fait ce financement participatif à nos salariés, car nous souhaitions qu'ils comprennent qu'ils travaillent non seulement tous les jours dans une entreprise qui produit des énergies renouvelables, mais qu'ils réalisent qu'en fait ils contribuent à la transition énergétique. Et donc ça nous a amené à réfléchir et à procéder effectivement par cercle concentrique. Donc nous avons un mode de financement qui est que nous ouvrons dans un premier temps le financement à la population locale et aux collectivités locales, puisque des collectivités nous ont accompagnés très tôt. Et puis ensuite, par cercle concentrique, nous élargissons ce financement participatif aux communautés de communes et puis petit à petit à l'ensemble des territoires. Et puis nous avons eu tellement de succès dans cette façon de procéder que lorsque nous sommes arrivés au bout de notre processus, les tranches que nous avions ouvertes, il n'y en avait plus disponibles pour nos salariés. Donc nous avons décidé d'ouvrir des tranches complémentaires pour nos salariés. Donc nous avons, je dirais, actuellement nous avons bouclé 4 financements participatifs sur des champs photovoltaïques et des fermes éoliennes. Nous en avons une 5e qui est en préparation et je pense que cela va se multiplier. J'ai trouvé que dans ce qu'a dit Chantal Joanneau, il y avait des choses extrêmement intéressantes et notamment sur cette appétence que la population a à comprendre en fait ce que nous faisons. Et pour moi, le financement participatif, elle l'a dit, CNR n'a pas besoin de cet argent pour réaliser ces opérations. En revanche, le fait d'ouvrir au public ce financement nous oblige à faire de la pédagogie.
Il y a des réunions pour expliquer à chacun ce que nous faisons, comment ça va se passer, quels sont les modes de financement, etc. Et pour moi, le financement participatif, son premier objectif, c'est d'accepter que nous devons ouvrir nos outils de production, nous devons les ouvrir au public et être transparents. Et le financement participatif nous oblige à être plus transparents. Et pour moi, c'est ça notre succès. Merci Elisabeth Ayrault, surtout sur ce dernier point, la transformation de l'acceptabilité en appropriation par les populations. On voit aujourd'hui, tout le monde parle d'aujourd'hui, mais demain ça sera encore pire. Je pense qu'aujourd'hui comme demain, il y a des réseaux sociaux, il y a énormément d'informations erronées, notamment sur les énergies renouvelables, je voudrais le dire, parce que c'est un vrai combat qu'il faut qu'on mène. Et donc il faut aussi qu'on accepte de lutter sur le terrain même et qu'on accepte de passer du temps à expliquer, à montrer, à faire comprendre. Et c'est ça l'appropriation. Et c'est là que nous réussirons effectivement à développer les énergies renouvelables avec la population et pas contre la population. Merci Elisabeth Ayrault. Je vais donner la parole tout de suite à Cédric Philibert, mais préparez-vous un petit peu. Florence Lambert, une question. Peut-on remplacer les métaux rares par des métaux non rares ? Vous pouvez réfléchir, ça sera pour tout à l'heure. Et M. de Marcilly, une question sur le cobalt aussi, ça sera pour tout à l'heure. Cédric Philibert, senior analyste à la division énergie renouvelable de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, hydrogène, power to gas, pourquoi faire tout ça? Quelle est la vision alors, je ne sais pas si c'est la vision de l'AIE ou la vision de Cédric Philibert, d'ailleurs. Et les deux, mon général. Je vais faire un petit retour en arrière. On a beaucoup dit depuis 2 jours... voilà, l'électricité c'est important, mais au fond, dans la consommation d'énergie, l'électricité c'est à peu près 20% de l'énergie finale. Hein. Si c'est 40% de l'énergie primaire, c'est 20% de l'énergie finale. Et il faut s'occuper du reste si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation, d'amélioration de la qualité de l'air, de sécurité énergétique, de plus grande indépendance, etc. Pour s'occuper du reste, il y a plusieurs voies, bien entendu. Il y a des technologies qui permettent d'avoir de la chaleur solaire, évidemment on a la biomasse dans l'industrie, dans le bâtiment, etc. On a les biocarburants. Mais si on veut aller plus loin, on pense qu'un des ressorts majeurs, ça va être l'électrification. Et on disait dans la table ronde précédente, on va avoir trop d'électricité avec la PPE, mais peut-être pas, parce que peut-être qu'on va utiliser cette abondance d'électricité pour chasser les combustibles fossiles de l'industrie, du bâtiment, des transports, et les remplacer par de l'électricité. D'ailleurs, Philippe, au terme d'une longue négociation, tu m'avais autorisé une petite diapositive, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Il n'oublie rien. Bon alors, une diapositive, une seule, parce que c'était la dernière table ronde qui était censée être sans diapo. Elle va arriver. Ah bon, d'accord. Continuons, elle va arriver. Voilà. Donc on voit comment, à partir d'une production électrique essentiellement renouvelable, solaire et éolienne, on peut avoir une électrification directe des différents secteurs, les bâtiments avec les pompes à chaleur, l'industrie avec des procédés nouveaux qui apparaissent, qui sont les procédés électromagnétiques, qui sont beaucoup plus efficaces que l'utilisation des combustibles fossiles, souvent, avec les transports, avec les véhicules électriques. Ça, c'est le direct. Et puis, il y a des cas où c'est difficile d'électrifier directement, parce qu'on a besoin de stockage de longue durée, parce qu'on a besoin de transport de longue distance, et on ne sait pas faire ça avec les batteries, et même avec les stockages par transfert d'énergie, par pompage, on fait la semaine, on fait le mois, mais on ne fait pas forcément l'intersaisonnier. Donc, que faire? Eh bien, on se propose de transformer une partie de cette électricité effectivement en hydrogène avec des électrolyseurs, et notre sentiment est que dans bien des cas, on va transformer immédiatement cet hydrogène en un autre produit. Florence a parlé d'un jeu moléculaire avec du carbone. Dans certains cas, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, peut-être pour les avions, on aura besoin d'un produit énergétique très dense, d'un jet fuel renouvelable, et on va ajouter du carbone. Donc je vais venir dans une seconde sur l'origine de ce carbone. Mais dans d'autres cas, on va peut-être simplement utiliser l'azote de l'air et on va faire de l'ammoniac qui est beaucoup plus facile à stocker, qui est bourré d'hydrogène, qui est beaucoup plus facile à stocker et à transporter que l'hydrogène, et qu'il est d'ailleurs déjà de façon internationale depuis plus de 100 ans. Et ensuite, on va l'utiliser, cet hydrogène ou cet ammoniac ou ces carburants de synthèse renouvelables, on va les utiliser dans les transports
probablement, je dirais, en complément de l'électricité, donc par exemple dans des prolongateurs d'autonomie, plutôt que dans des véhicules qui seraient entièrement fabriqués autour de ça, mais enfin pour les camions c'est peut-être différent. On va les utiliser dans les bâtiments, alors sous forme sans doute de méthane de synthèse et de biogaz, pour venir soulager les pompes à chaleur dans les périodes de grand froid, pour éviter d'avoir à surconstruire le système électrique. Et puis on va les utiliser dans l'industrie. Et dans l'industrie, on va les utiliser peut-être à la fin des fins comme source d'énergie, mais d'abord et probablement comme matière première et agent de procédé. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est essentiellement une matière première pour l'industrie. Hein, d'abord pour faire de l'ammoniac qui sert à faire des fertilisants ou des explosifs, notamment pour l'industrie minière. Et puis du méthanol avec lequel on fait les plastiques. Et puis c'est utilisé pour raffiner les pétroles. Et demain, ça sera utilisé pour, ça commence à l'être, pour les biocarburants. Un autre usage est à la porte, est à notre porte. C'est l'usage de l'hydrogène pour faire de l'acier propre, de l'acier sans émission de carbone, donc passer de la voie oxygène qui est basée sur le charbon à la voie électrique qui aujourd'hui est basée sur le gaz naturel, mais pourrait l'être sur l'hydrogène, et ensuite l'électricité dans les fours à induction. Et on pourrait tout à fait faire de l'acier sans émission de gaz carbonique. C'est un enjeu à 2,5 milliards de tonnes quand même. C'est pas rien, la production d'acier. C'est un des gros problèmes avec celle de ciment et puis les produits chimiques. C'est des grosses sources de difficultés pour réduire les émissions dans l'industrie. Et ça, on pourrait le faire avec l'hydrogène, avec beaucoup d'énergie renouvelable. Et puis il y a encore une flèche qui est intéressante. C'est la flèche qui va de l'électrolyseur vers le système électrique, qui remonte et qui va dans les centrales thermiques. On aura toujours besoin de centrales thermiques, sauf dans les pays où il y a beaucoup d'hydraulique. On aura besoin de centrales thermiques pour équilibrer le système et pour faire face à la fameuse semaine d'hiver où il y a une demande très forte, où il n'y a pas beaucoup de vent et il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans cette centrale thermique? Au début, on va mettre du gaz naturel, sans doute, mais après, on pourra éventuellement mettre de l'ammoniac, c'est-à-dire de l'hydrogène sous une autre forme. C'est ce que se propose de faire le Japon. Si on regarde le programme hydrogène du Japon, on voit que c'est essentiellement, il y a un besoin d'hydrogène pour les véhicules à hydrogène, mais il y a surtout, et en quantité c'est bien plus important, un besoin d'ammoniac pour mettre d'abord en co-combustion dans les centrales à charbon et ensuite en combustion pure dans les centrales à gaz reconfigurées. Donc voilà, c'est probablement ça l'avenir. Et il y a un dernier point, non il y a 2 points, j'ai encore 2 points à ajouter. Un point, dans un certain nombre de cas, on va avoir besoin de produits carbonés. Donc la question de la source du carbone est importante. On peut utiliser du carbone d'origine fossile qui a déjà servi une fois, ça permet de réduire les émissions, mais ça ne permet pas d'aller vers zéro émission. Pour aller vers zéro émission, il faut utiliser du carbone de l'air, et c'est difficile de sortir de l'air, ça prend beaucoup d'énergie, donc il y a une façon efficace de le faire, c'est d'utiliser la biomasse. Quand on utilise la biomasse aujourd'hui pour faire de l'énergie, au fond, on utilise 1/3 du carbone qu'il y a dans cette biomasse, et les 2/3 retournent à l'atmosphère sous forme de CO2, ce qui est un peu dommage, et on pourrait utiliser ce CO2 de la biomasse pour faire des carburants de synthèse. Donc je pense qu'on va vers une convergence de la bioénergie et des carburants de synthèse, si vous voulez. Il y a des gens qui distinguent le power to liquid et le biomass to liquid, ou le power to gas et le biomass to gas, mais en fait, l'avenir, c'est le power and biomass to liquid and power and biomass to gas, parce que comme ça, on va éviter les conflits avec la production alimentaire ou la biodiversité. On va maximiser l'utilisation du carbone qu'on peut obtenir de l'air à partir de la biomasse, mais en lui rajoutant beaucoup d'énergie qui, elle, va venir essentiellement du solaire et de l'éolien. Et puis le deuxième commentaire que je voulais ajouter, c'est le Japon, mais aussi les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, ont réalisé qu'ils ne pourront jamais subvenir entièrement à leurs besoins énergétiques avec des bases renouvelables. Et je crois que c'est quelque chose d'important à se dire. On a beaucoup dit ici, on va vers l'autarcie, l'autonomie énergétique. Je crois qu'on va vers plus d'indépendance énergétique. En effet, aujourd'hui, on est dépendant à 80% avec les combustibles fossiles. Si on fait beaucoup de renouvelables chez nous, on va baisser ce taux de façon significative. Mais pour des produits qui seraient, par définition, faciles à stocker, faciles à transporter,
Je pense plutôt qu'on ira les fabriquer là où il y a d'immenses ressources renouvelables à des coûts bien plus faibles que chez nous, et qu'on les mettra dans des bateaux et qu'on les réceptionnera à Rotterdam, à Marseille, au Havre, et qu'ensuite on les fera circuler dans des pipelines pour alimenter nos centrales électriques d'équilibrage, etc. Je pense qu'on ne va pas vers la fin du commerce mondial de l'énergie. Il va changer de forme, mais il n'y a pas de raison on ne peut pas penser que tous les pays pourront subvenir à leurs besoins. Il y a des pays qui ont des besoins énergétiques très forts par rapport à leurs ressources, et vous avez d'autres pays qui ont des ressources énergétiques considérables par rapport à leurs besoins. Alors justement, il y a une question de la salle qui vient de Linda Davis, comme je le disais tout à l'heure, donc CEO de Giraffe Bio et puis directrice des stratégies de W Power Hub. Et l'Afrique demain, les 600 personnes qui n'ont pas accès, les 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et puis il y avait une autre question hier d'ailleurs d'Alain Delplex d'Eolfi, de Jean-François Simon d'HydroQuest. Quid de la stagnation du développement de l'hydro en Afrique, présenté par Monsieur Sadamori, j'ai oublié son nom, pardon. Essouké Sadamori. Essouké Sadamori, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc quid de la stagnation du développement de l'hydro alors que 90% de la ressource, du potentiel, est inexploité? Alors, c'est deux questions différentes. Évidemment, le solaire va apporter beaucoup, je pense, à l'électrification. Un des problèmes de l'électrification en Afrique, c'est souvent la faible densité de population qui rend difficile de rentabiliser l'extension de réseau quand les consommations sont faibles. Donc, je pense qu'on va assister à une électrification qui va être beaucoup plus bottom-up que top-down, comme ça a été le cas chez nous, ou encore en Chine, ou encore en Afrique du Nord, puisque ça, c'est des pays maintenant électrifiés à 100%, et qu'on va plutôt assister à la constitution de mini-grids qui, de proche en proche, vont probablement s'interconnecter, trouver avantage à échanger, et petit à petit, ça fera un grid complet. Mais ça va être une démarche très différente, et où la production décentralisée sera beaucoup plus importante dès le départ, avec en tout cas du photovoltaïque, avec probablement des batteries, avec peut-être de l'hydrogène là, pour stockage de moyenne durée, c'est à voir. Voilà, je pense qu'on va assister à un développement un peu différent, mais c'est important de donner de l'énergie. Il y a l'énergie évidemment minimale de survie, comme chacun sait, mais derrière, il y a les activités productives qu'il faut développer. Pour aller au-delà, il faut se dire qu'au fond, l'Afrique a quand même aussi des opportunités extraordinaires. Je citais l'acier tout à l'heure. Les besoins d'acier à venir, c'est en Afrique et c'est en Inde. Déjà, nos besoins d'acier en Chine et dans nos pays surdéveloppés saturent. Donc l'avenir de l'acier, c'est là. L'Afrique a le minerai de fer en quantité, il a le soleil en quantité, et il a les besoins d'acier. Donc construire une sidérurgie qui serait propre d'emblée, puisque les installations... Nous, on souffre parce qu'on a des installations anciennes qui sont d'une certaine filière et c'est pas facile de les transformer dans une autre filière. Mais quand on construit à neuf, c'est plus simple. Et donc, on peut voir naître une sidérurgie propre d'emblée en Afrique parce qu'elle a l'ensemble des ressources nécessaires pour le faire. Maintenant, l'hydraulique, je pense que tu sais très bien, le problème est fondamentalement est de nature politique dans beaucoup de cas. Il y a des ressources effectivement extraordinaires, mais quand elles sont exploitées, elles sont parfois très mal exploitées, et c'est très difficile de rassembler les investissements nécessaires. Il s'agit souvent de grands projets. On pourrait faire des choses formidables sur le Congo, on pourrait faire le Grand Tinga, 40 gigawatts avec 1 centime le kilowattheure, mais c'est un problème de stabilité politique qui aujourd'hui ne permet pas de faire ce type d'investissement. Merci Cédric Philibert. Alors, on va regarder maintenant une innovation, la partie visible de ce qui pourrait se passer avec une massification du développement des renouvelables. L'exemple, un superbe exemple de transfert de technologie entre deux mondes qui n'avaient presque rien à voir, si ce n'est qu'ils utilisaient tous les deux le vent, les sports nautiques de haut niveau d'un côté et l'éolien de l'autre. Dimitri Voisin, il est responsable R&D chez Mer Agité. Il est skipper de temps en temps, un peu? Non, je suis un sportif du dimanche. Oui, bon, alors, skipper du dimanche, et puis il y a les petits penons, j'ai appris ce mot-là, les penons. Ces petits morceaux de laine ou de tissu qui sont sur les voiles pour correctement caler la voile. Et il a eu l'idée de fabriquer un penon électronique. Explication. Donc je suis venu vous parler du penon électronique. Donc c'est une technologie qui vient de la course au large et qu'on cherche à porter vers le secteur de l'industrie, et notamment le secteur le plus flagrant, c'est le secteur de l'éolien. Donc je vais vous parler peut-être beaucoup de bateaux à voile, mais c'est parce que c'est ma passion, et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de la voile et le secteur de l'éolien. Notre carburant, c'est le vent.
Notre moteur, c'est les voiles, donc avec des mâts de 30 à 40 mètres de haut qui se rapprochent d'une pale d'éolienne de 45 mètres. Les vitesses de vent, donc nous on parle en nœuds, mais dans l'éolien c'est en mètres par seconde ou en km/h, mais c'est des gammes de vent un peu similaires, parce qu'on arrive jusqu'à 50 nœuds. Il faut pouvoir gérer des vents de 50 à 60 nœuds, et dans le domaine de l'éolien, on peut avoir des vents de 300 km/h en bout de pale. Et l'idée, en fait, c'est dans le secteur de la course au large, en fait, donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait transposer aux énergies renouvelables. C'est l'efficience et la performance énergétique. Et du coup, la performance, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais au final, c'est dur à matérialiser. Les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est vraiment. Et quand on fabrique un bateau de course, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait appliquer à tout le monde, à monsieur tout le monde. C'est d'abord vivre avec peu de choses. À bord d'un bateau de course, c'est très spartiate, on n'emmène presque rien. On a un mélange de high-tech, mais on a aussi beaucoup de low-tech. Et la performance, c'est d'abord éviter la contre-performance. Alors c'est une lapalissade, mais c'est vraiment la base du truc. Et le pennon électronique, ça sert à ça en fait. C'est de vérifier qu'on n'ait pas de décrochage en fait sur notre profil aérodynamique, sur nos voiles ou sur notre pale d'éolienne. Et si on n'a pas de décrochage aérodynamique, ça veut dire que la poussée vélique va être optimisée, la portance de la pale va être optimisée, on va pouvoir produire plus. Les efforts de pointe vont être moins importants, on va réduire la fatigue sur la machine, donc on va réduire les coûts de maintenance. On peut aussi, si les écoulements aérodynamiques sont accrochés sur le profil, on va réduire les nuisances comme le bruit. Donc concrètement, ça marche comment? On en met de chaque côté de la voile. Regarde en image, ou du profil. Voilà, ça c'est la version bateau à voile. Version bateau à voile. Voilà, qu'on colle sur les voiles. Et on les colle de chaque côté de la voile. Et le but du jeu, c'est de les avoir parallèles, accrochés, que le pennon ne fasse pas ça en permanence. S'il fait ça, ça veut dire qu'on a décrochage. Et là, on peut perdre jusqu'à 400% de rendement sur la voile. C'est juste énorme, quoi. Et en course au large, en fait, celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Et donc on s'imagine en fait nos optimisations quand on transpose le problème au secteur de l'éolien, on estime à 1 ou 2% de rendement en plus qu'on pourrait avoir, de production électrique qu'on pourrait avoir en plus par machine. Donc vous faites le calcul avec l'ensemble des éoliennes, ça peut représenter un potentiel vraiment important. On a 15 gigawatts d'installés qui tournent aujourd'hui. Voilà. Pas aujourd'hui, je ne sais pas, mais qui potentiellement peuvent tourner aujourd'hui. Alors voilà, comment ça marche? On le voit en quelques images. Donc voilà, donc c'est bon, pas bon, c'est assez facile. À droite, vous voyez un écoulement laminaire où l'écoulement est bien accroché sur le profil. Là, le rendement est optimum. Et à gauche, vous voyez les turbulences, en fait, et là, le capteur va se plier et on va les détecter très facilement, quoi. Donc, c'est l'inverse, hein, c'est à gauche le laminaire et à droite le turbulent. Donc, depuis 3 ans, en fait, on teste le système sur des éoliennes. On a un partenariat avec EDF Renouvelables et on teste sur 2 éoliennes. En fait, là, vous voyez l'image avec les penons collés sur les pales. On a un certain nombre de penons collés sur le profil et en temps réel, on est capable de monitorer ce qui se passe sur le profil. Et donc en bateau, ça nous sert, le skipper va régler, s'il y a un problème, il va régler de nouveau ses voiles. Où il va faire une action sur le pilote automatique. Et dans le secteur de l'éolien, l'idée c'est de pouvoir faire du pitch control, de contrôler l'angle d'incidence en temps réel de la pale pour augmenter le rendement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un gros roulement à billes à la base d'une pale, et donc il s'agit de bien caler cette pale par rapport à la masse d'air qui est en train d'arriver sur la machine. Et c'est d'optimiser une partie de la pale pour avoir le maximum de portance. Bon, ben merci pour cet exemple de transfert de technologie. Où est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui reste à faire? Ça y est, l'expérimentation, ça va toucher à sa fin quand même. Non, maintenant, on sait détecter les turbulences, ça, il n'y a aucun souci. On a un capteur fiable qui fait le tour du monde, qui fait le Vendée Globe, qui traverse l'Atlantique, qui passe plus de 3 ans sur une éolienne sans problème. Maintenant, c'est se servir de la donnée pour contrôler, réguler le pitch. Donc dans le domaine de la voile, on travaille sur le pilote automatique pour contrôler en permanence l'angle du vent avec le bateau. C'est une surcouche d'un autre mode, du mode vent ou du mode compas. Et dans le domaine de l'éolien, l'idée c'est de
pouvoir par exemple régler l'offset du pitch, l'angle de calage de la pale, de chacune des pales, avoir au moins les 3 pales qui fonctionnent pareil. Et puis évidemment, si on avait accès au pilote, de pouvoir donner des informations en plus au pilote de la pale pour mieux réguler. Donc c'est des choses simples, mais qui peuvent rapporter de l'énergie en plus. L'idée, c'est de préparer la pale connectée, de faire la même chose, de produire plus avec des pales plus intelligentes. Voilà. Est-ce que vous avez eu un interlocuteur institutionnel naturel sur ce sujet? Donc, on travaille avec des laboratoires, on travaille avec le CNRS, il y a un laboratoire du LHEA à Nantes, de l'école centrale Nantes pour faire de la recherche. On a eu un partenariat, on a eu un financement de l'ADEME en 2016, on a été lauréat de l'initiative PME, on a obtenu 200 000 € pour financer nos recherches. Et on recherche des partenaires en permanence. D'accord. Voilà. Et au niveau recherche, vous n'avez pas travaillé avec le CNRE, Centre national de recherche éolien français? Non, pas du tout. Non, il n'existe pas, donc c'est normal. Voilà, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on a l'INES, Institut national de l'énergie solaire à Chambéry, pour travailler sur le photovoltaïque. On a eu pendant des années le CERCHAR qui travaillait sur le charbon. On a l'IFP qui est devenu l'IFPEN qui travaille sur le pétrole, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On a bien entendu le CEA dans sa partie à gauche avant le carré pour travailler sur l'atomique. Mais alors, sur l'éolien, on n'a pas de centre national de recherche. Il y a tout un tas de labos, l'ADEME qui essaie de faire le lien entre tout ça. Alors Florence Lambert, justement, puisqu'on est en train de parler de recherche, est-ce qu'on peut remplacer les métaux rares par des métaux non rares et est-ce que le CEA travaille là-dessus? Alors, je crois que dans la question, on était surtout sur le domaine des batteries lithium. Oui. Donc oui, effectivement, donc on parle beaucoup du cobalt qui aujourd'hui est très important sur les matériaux donc de cathode, les électrodes positives. Et en fait, nous-mêmes, nous travaillons depuis 4-5 ans donc sur des nouvelles familles donc qui vont s'affranchir complètement du cobalt. Donc on le fait avec un partenariat industriel avec Umicore. Et donc on pense qu'au-delà de 6 années, entre 5 et 6 années, on devrait avoir des matériaux d'électrode sans cobalt. Après, restera quand même le lithium, dont il faudra, même si la question de la ressource est une chose, après il y a la géopolitique du sujet, donc ça restera quand même toujours avec une dépendance géographique vis-à-vis de gisements qui sont quand même très délimités. Donc c'est pour ça que pour moi l'évolution au-delà du lithium, donc on regarde d'autres couples, notamment du sodium-ion qui s'inspire d'ailleurs au niveau procédé beaucoup du lithium-ion. Souvent, on se pose la question pourquoi nous avons eu un tsunami du lithium. C'est qu'en fait, sur la base des mêmes procédés de base, d'ailleurs qui ressemblent à de l'impression, on fait de l'induction d'électrodes, on a vu plein de familles de matériaux qui ont changé et on a fait autonomie x2. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans les nouvelles familles de matériaux, donc en ayant les bonnes performances, on n'aura plus de cobalt. Et après, les usines assez similaires devraient pouvoir aussi traiter des technologies comme le sodium. Mais après, c'est pour ça que dans l'échelle des feuilles de route, je positionne quand même l'hydrogène, parce que sur les volets piles à combustible basse température, on a besoin de platine encore. Donc même si nous l'avons beaucoup baissé d'un facteur 6 en 4-5 ans, on regarde comment le substituer, notamment en regardant comment la nature, là ce sont les équipes amont du CEA, comment on peut travailler avec des enzymes, par exemple, qui peuvent s'inspirer de la nature. Après, le platine se recycle très bien. Donc ça, c'est sur la pile à combustible embarquée. Après, il y a beaucoup de systèmes hydrogène, aujourd'hui dites haute température, qui n'ont pas besoin de catalyseur. Merci pour cette précision. Je vous précise qu'elle est docteure en stockage de l'énergie, des énergies renouvelables. Donc, elle pourra répondre. C'est un petit clin d'œil à notre président. D'accord, merci. Alors, ça tombe bien, notamment, juste avant de donner la parole à Cédric Philibert, professeur de Marcilly, ça tombe bien ce cobalt-là? Est-ce que c'est entre les mains de quelques familles brésiliennes? Oui, ce n'est pas du cobalt précisément que je voulais parler, mais l'exemple que vous avez donné, madame, de substituer du sodium au lithium montre qu'on peut très bien, s'il y a une technologie qui conduit à l'épuisement de matériaux, penser que d'autres technologies peuvent se substituer et vont faire qu'on ne va pas manquer de matériaux. Donc ça, c'est un point difficile à appréhender parce que ça va assez vite. En quelques dizaines d'années, on peut passer d'une technologie à une autre. Rappelez-vous, les lampes basse en consommation. C'était flot compact, oui. Voilà. C'est fini. Maintenant, avec les LED, on n'utilise plus ça. Et en quelques années, c'est passé complètement d'une technologie à une autre. Donc il faut être très prudent en disant on va manquer de lithium parce qu'on peut très bien
Je parle du lithium comme c'est pareil pour le dysprosium. On peut trouver d'autres métaux. On peut faire du bobinage des alternateurs des éoliennes et créer le champ magnétique non pas avec des aimants permanents, mais avec un aimant électrique, enfin un champ électrique. Donc bon, il faut être très conscient que toutes ces énergies renouvelables peuvent faire appel à différentes sous-technologies pour faire fonctionner le système, et que c'est très difficile aujourd'hui de crier attention, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a une technologie qui ne marche pas, on en trouvera une autre. Cédric Philibert. Oui, non, mais je me réjouis tout à fait de ce que je viens d'entendre. Il y a une espèce de sentiment là que la question des matériaux se poserait que pour la transition énergétique. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a besoin de matériaux pour tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous entoure, d'abord, c'est où ça a poussé, où ça a été miné. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est l'un ou l'autre. Faut bien se dire ça. Et ensuite, même les terres rares, par exemple, on peut faire des moteurs électriques sans ou des éoliennes sans. Il y a une éolienne sur 4 aujourd'hui qui en a, mais c'est vrai que c'est mieux, et surtout pour les éoliennes de offshore, ce sera plus pratique d'en avoir. Mais on sait faire sans, bien entendu, et puis on met des terres rares pour faire du pétrole, pour faire les produits pétroliers. On en met dans les pots catalytiques. Est-ce qu'on veut revenir aux produits pétroliers d'avant les procédés de raffinage qu'on a maintenant qui permettent d'avoir des choses avec des faibles teneurs en soufre et puis pas de pots catalytiques? Est-ce qu'on veut vraiment revenir à la situation de la qualité de l'air des années 50, mais multipliée par le trafic? Je crois pas. Donc voilà, il faut juste relativiser et arrêter de parler de ces questions de matériaux qui existent, mais comme si elles se posaient seulement dans le cadre de la transition énergétique. Et puis dernier point là-dessus, il y a quand même une chose qui n'a pas été dite. Pour ces matériaux, il y aura quand même une autre source qui est le recyclage. Et que pour l'instant, on développe beaucoup trop peu parce que c'est pas rentable, ce qui prouve que les matériaux sont suffisamment abondants pour ne pas être trop chers. Alors c'est vrai que quand il y a une forte croissance d'une technologie, on peut avoir un besoin que le recyclage ne permet pas de résoudre, mais à plus long terme, si on est dans des logiques de remplacement, on va repower les éoliennes, on va les remplacer par d'autres, etc. On va recycler les matériaux, y compris les terres rares et les métaux rares. Merci d'avoir évoqué ce sujet du recyclage, puisque le 4e colloque photovoltaïque du CERF était organisé à Rousset, juste à côté d'Aix-en-Provence, lors de l'inauguration de la première unité de recyclage des modules photovoltaïques en France. Une unité voulue, enfin dans le cadre d'un appel d'offres lancé par PV Cycle, et l'industriel Veolia ayant répondu. Nous arrivons à la fin de cette table ronde, donc ça va être quelque chose comme le bouquet final de cette table ronde, bouquet final de cette journée, bouquet final de ces 2 jours de 20e colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables. Et ce sont donc 2 élus qui vont avoir la parole pour terminer. Alors je vais peut-être m'adresser en premier à Célia Blowell, désolé, je regarde. Vous êtes chargée de transition écologique, du climat, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, et vous êtes adjointe à la maire de Paris. Alors, réaction à tout ce que vous venez d'entendre, tout ce développement des énergies renouvelables, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Réaction assez... je ne suis ni une spécialiste du lithium ni du cobalt, donc ce sera une réaction vraiment de mon regard de politique, avec d'abord... l'envie de dire que ce que Pascal Canfin disait en arrivant sur les solutions existent, arrêtons de nous cacher derrière une révision des objectifs ou de nécessité de faire des diagnostics, les solutions sont là, et je pense que cette salle ici en est extrêmement révélatrice. Non seulement les solutions sont là, mais en plus... je trouve qu'au fur et à mesure de nos rencontres, on voit que les réflexions sont de plus en plus précises, on travaille sur des choses, chaque fois on est vraiment de plus en plus dans le détail, et du coup c'est à se demander, je le dis vraiment du point de vue du territoire, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite sur la mise en œuvre, sur le déploiement? Mon voisin me disait en aparté, mais si, ça progresse. Mais c'est vrai que quand on est maire adjointe comme moi, chargée de la transition écologique dans une ville comme Paris, qui, c'est certain, a plein de contraintes, dans la précédente table ronde, on le disait, des architectes des bâtiments de France, le paysage, le monde urbain dense, enfin plein de choses. Et pourtant, on a ce sentiment qu'on n'embraye pas, qu'on passe pas à cette étape de on y va par opportunisme à la massification, à la dimension systémique du déploiement des énergies renouvelables. Donc je dirais beaucoup d'admiration pour tout ce que vous avez dit, et en même temps tout de suite une frustration. Et peut-être m'a-t-il manqué dans cette table ronde la notion de sobriété,
qui est très inhérente à ce qu'on met en place dans le cadre du plan climat parisien, et de se dire peut-être que oui, il faut aller sur ce chemin des énergies renouvelables, mais bien se rendre compte qu'on est aussi à un moment de rupture très fort dans le système global de développement dans lequel on est, et que ne pas réfléchir totalement à périmètre constant. Oui, comme vous le disiez, on ne va pas reproduire exactement ce qu'on a fait par le passé. Oui, il va falloir consommer moins aussi, consommer autrement, recycler. Et d'où toute cette interrogation derrière aussi de l'exploitation des ressources naturelles sur ce chemin de la transition énergétique. C'est évidemment du coup une équation éminemment complexe, mais il me semble qu'il faut vraiment marcher sur nos deux jambes et que cette notion de sobriété, pour exemple, le plan climat parisien, le nouveau plan climat parisien, notre objectif, c'est de faire de Paris une ville neutre en carbone à horizon 2050. Donc notre idée, c'est vraiment de faire une traduction concrète de l'accord de Paris en plan d'action. Et je le dis tout de suite parce que je sens que ça va faire débat dans les jours qui viennent avec la nouvelle loi énergie. Notre définition de la neutralité carbone, c'est, on a pris le 360 de l'empreinte carbone de Paris, de la mobilité, l'énergie, le bâtiment, jusqu'à l'alimentation, les déchets et les émissions aériennes. Et notre définition de la neutralité carbone est bien une réduction de 80% des émissions, plus de la compensation, et non pas l'inverse, et 100% énergie renouvelable d'ici 2050, avec 3 piliers d'action qui sont extrêmement forts. D'abord, la réduction de 50% des consommations d'énergie sur le territoire parisien. Deuxièmement, de développer le potentiel d'énergie renouvelable. On vise 20% de production locale parisienne en 2050. Le reste, nous sommes en train de chercher les chemins pour produire ailleurs, autrement, avec d'autres. Et puis, troisième sujet, la question de la reprise en main par la collectivité des grands réseaux énergétiques. L'idée de jouer pleinement notre rôle d'autorité organisatrice. À Paris, c'est bien sûr l'idée d'avoir plus la main et la vision sur les questions d'électricité, de gaz, mais aussi de chaud, de froid, avec des grands enjeux pour la ville de demain. Donc vraiment, si je le reformulais, ce serait vraiment de dire l'exemplarité de la politique publique qui doit embarquer, la mobilisation générale et le catalyseur de l'action pour emmener toutes les forces, qu'elles soient citoyennes, comme l'a dit Chantal Joanneau, jusqu'aux forces privées, et un plaidoyer extrêmement fort pour la décentralisation. Mais effectivement, cette question de la sobriété est aussi importante que le potentiel des politiques publiques. Vous l'avez dit vous-même, vous allez essayer de valoriser ce qu'il peut y avoir de valoriser comme ressources en matière d'énergie renouvelable. On pense à de la géothermie, on pense à du bois énergie, on pense aussi à du photovoltaïque. On n'en voit quand même pas beaucoup du photovoltaïque sur les bâtiments publics parisiens. Et on a beaucoup parlé aussi pendant ces 2 jours de PPA, Power Purchase Agreement. Est-ce que vous imaginez la ville de Paris signer un accord avec des producteurs, N producteurs, je ne sais pas, pour avoir 100% d'énergie renouvelable? Ça peut se faire rapidement. Et oui, on l'imagine même très fortement, on y travaille même à ces PPA. Nous, l'idée vraiment, c'est de tirer un maximum profit du potentiel d'énergie renouvelable à Paris. Sur ce sujet-là, on travaille sur le solaire. Alors certes, on ne les voit pas beaucoup émerger sur les toits parisiens parce qu'il y a encore un cadre extrêmement contraignant, mais on en est quand même fort de la plus grande centrale solaire en toiture en Ile-de-France qu'on a pilotée avec Paris. On est en train de terminer l'analyse d'un appel à manifestation d'intérêt pour mettre à disposition des toits parisiens, et j'espère que ça fera cas d'école pour qu'on puisse changer d'échelle. Et au-delà du solaire, c'est effectivement la géothermie, les énergies de récupération, notamment sur les eaux usées et les data centers. On poursuit tout ce potentiel-là, mais jamais Paris ne fera son chemin 100% énergie renouvelable dans ses limites administratives, c'est évident. Et donc on est en train de regarder toute notre capacité du partenariat urbain-rural, parce qu'on a des belles expériences sur la transition alimentaire. On veut pouvoir réappliquer cette logique demain à l'énergie. Ça paraît tellement évident que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, d'investir dans d'autres territoires et de soutenir aussi cette nouvelle économie plus locale. Le cadre, là aussi, est excessivement compliqué, mais de pouvoir demain effectivement acheter et mettre en œuvre des PPA est complètement dans les tablettes à l'heure actuelle. Merci Célia Bloel. Voyons voir au niveau national maintenant ce que l'élu national en pense. Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère, coprésident du groupe d'études énergie verte à l'Assemblée nationale. Donc 1, réaction du parlementaire. Et puis 2, dites-nous un peu ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée. Est-ce que vos collègues parlementaires y croient maintenant à la réalité industrielle, économique, sociale de ces énergies renouvelables ? Bien, merci déjà pour votre invitation. Puis dire que pour les responsables politiques, c'est quand même très important d'avoir des débats, des tables rondes de cette qualité pour pouvoir parfaire une opinion et un avis sur des sujets qui sont complexes. Et je voudrais faire une petite digression sur justement cette tendance, et on le voit dans la crise des Gilets jaunes, à avoir un refus de la complexité. On dirait que toutes les questions pourraient se traiter par oui ou par non.
que les problèmes sont soit blancs, soit noirs, et qu'on pourrait presque faire des référendums sur tous les sujets. Et moi, je pense que les sujets d'énergie, de programmation énergétique, ce sont des sujets complexes. Certes, nous avons tous collectivement un effort à faire pour essayer de les démocratiser, pour en parler. Et le grand débat qui a eu lieu en amont de la programmation pluriannuelle de l'énergie, organisée par la CNDP, Chantal Joanneau en parlait, participait de cela, d'un échange avec la population, mais sur des thématiques qui sont complexes. Et moi, je commence à en avoir marre du déni des élites, du déni des politiques, de cette dénonciation. Il faut que nous fassions confiance à nos élites, à nos hauts fonctionnaires, à nos responsables politiques aussi, pour faire des choix sur des situations complexes. Moi, je voulais quand même le dire. Je voulais dire aussi que quand on dit « et demain », en fait, il faut regarder de quel demain on parle. Parce que le responsable politique, il est saturé par les urgences du quotidien. Et pourtant, il doit traiter d'une PPE à 5 ou 10 ans, et puis de la stratégie nationale bas carbone à 2050, et puis quand on lance par exemple la construction d'une centrale nucléaire, c'est 10 ans de construction, 50 ans de vie, le recyclage et les déchets. Et il se retrouve finalement, le responsable politique, au carrefour entre des injonctions qui sont parfois très paradoxales. Et donc, vous me parliez de qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée, eh bien c'est cette tension entre des urgences du quotidien et des urgences long terme et des choix à faire. C'est pour ça que sur les problématiques environnementales, il me semble aussi important d'être capable de décloisonner, d'être capable de dire qu'il faut faire du transpartisan, de faire des choix qui dépassent les clivages politiques, d'une part, mais aussi à l'Assemblée nationale, on est divisé en 8 commissions. Et il n'est pas question que les gens qui traitent du développement durable ou de l'environnement, ils soient uniquement dans la commission des DAT dont je fais partie, développement durable et aménagement du territoire. C'est pour ça que moi j'œuvre au quotidien pour travailler avec mes collègues des affaires économiques, avec mes collègues des finances, pour les amener à ce que nous réfléchissions ensemble à des solutions. Parce que la crise des gilets jaunes dont nous ne sommes pas sortis, mais ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'est plus question d'opposer urgence environnementale et urgence sociale. Ce que certains résument en fin du monde ou fin du mois. En fait, il va falloir qu'on soit capable de réconcilier les deux, qu'on sorte de ça par un vrai contrat social et environnemental. Et ça, c'est vraiment fondamental si on veut sortir de cette crise. Et Nicolas Hulot, lui-même, avait insisté pour nommer le ministère de la transition écologique et solidaire. Et ce S, il est vraiment très important. Parce que la transition écologique ne pourra être acceptée que si elle est solidaire. L'acceptation, ça vient aussi parce que c'est un sujet d'aménagement du territoire. Et ça a été beaucoup dit par des élus locaux, et je partage ça. Il faut que nous, responsables politiques, on soit capables, en dépassant les clivages, de reconnaître ce qui est bien fait. À Paris, ou moi-même à Grenoble, ou dans le sud de l'agglomération, en Isère, dans ma circonscription. Ce qui est bien fait par des élus de droite, Laurent Wauquiez, par exemple, quand il fait un plan zéro émission vallée en Rhône-Alpes, parfait, accompagnons-le. Ce qui est bien fait à Grenoble par des responsables politiques de gauche sur des primes air-climat pour changer les chauffages au bois, qui sont la cause première de la pollution de l'air en Rhône-Alpes en hiver, eh bien accompagnons ça. Donc il faut que les politiques aussi au plan national, dont je fais partie, accompagnent et se saisissent des bonnes initiatives locales qui peuvent se faire. L'aménagement du territoire, c'est aussi une des clés pour l'acceptabilité sociale. Parce qu'on le voit bien, il y a parfois un paradoxe chez ce qu'on appelle les écolos ou les environnementalistes, d'être au plan national très proactif, et puis parfois sur le terrain, d'être face à des réticences qui viennent de leur propre camp. C'est le syndrome NIMBY, not in my backyard. Personne ne veut des nouvelles énergies dans son jardin. Eh bien, il faut qu'on soit capable de trouver les outils, association des citoyens, plus on associe les collectivités, les citoyens en amont des projets, plus on simplifie les démarches et plus on arrivera à accélérer le temps de développement des énergies nouvelles. Parce que c'est un enjeu de solidarité, c'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle. Parce que ce que disait M. Jouzel ce matin, c'est que nous avons une dizaine d'années pour agir. Là, maintenant. Parce que nous avons la chance encore de pouvoir réfléchir à ce que nous faisons. C'est un enjeu de solidarité intergénérationnelle parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles sont finalement pour nos enfants. Elles sont un peu pour nous. Parce que les problématiques de santé commencent à se poser. Mais elles sont surtout et beaucoup pour nos enfants. Et un jour, ils vont nous faire le reproche de ne pas avoir agi alors que nous avions encore les moyens de le faire en réfléchissant.
Donc solidarité intergénérationnelle, solidarité sociale aussi. Parce qu'en fait, quand on traite de la problématique de la maîtrise des consommations ou du développement des énergies nouvelles, du mix énergétique, en fait, on s'adresse aux plus vulnérables d'entre nous, parce que ce sont les plus modestes qui sont les plus impactés par les changements climatiques. Quand on veut faire un grand plan de rénovation des passoires thermiques, ce sont les plus modestes qui sont touchés, parce que les plus privilégiés d'entre nous arriveront toujours à s'en sortir. Donc en fait, c'est une approche très sociale que de faire cette transition énergétique. Et puis, c'est un enjeu de solidarité internationale. J'en discutais avec Madame Hérault, et c'est vrai qu'il faut que les pays du Nord dont nous faisons partie n'aient pas une approche condescendante avec les pays du Sud, parce que nous avons fait notre croissance sur l'opulence des matières premières et des énergies fossiles. Il n'est pas question aujourd'hui d'aller dire aux pays du Sud « freinez votre croissance ou n'utilisez pas les énergies fossiles ». Donc il faut au contraire les aider, être très ambitieux avec nous-mêmes sur les objectifs, les laisser faire leur développement et leur croissance, les aider et surtout ne pas faire à leur place. Il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle approche colonialiste sur la thématique de l'énergie. Il faut leur donner les moyens, les aider s'ils le souhaitent, de l'ingénierie, mais qu'ils le fassent. Ça, c'est très important, et je crois que ça a été dit par certains responsables. Merci bien. Clélia Bloel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, vous nous avez mis un peu quand même un challenge, un défi en disant que nous étions 2 élus qui devions faire le bouquet final. Alors permettez-moi de... Allez, on va un tout petit peu polémiquer quand même pour mettre un peu d'ambiance en sa fin de colloque. Les villes, on aime bien dire dans les villes, et je le dis parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une coalition de villes qui existe à l'échelle internationale sur ces questions de lutte contre le dérèglement climatique et de développement des énergies renouvelables. On aime bien fanfaronner, mais je pense à juste titre, en disant qu'on a un temps d'avance par rapport aux gouvernements locaux et supranationaux dans la prise en considération de ces enjeux. Parce qu'on est en première ligne, qu'on se fait aussi beaucoup plus vite engueuler si on n'agit pas, mais qu'on mesure sur nos territoires les impacts de dérèglement climatique, mais que du coup on a aussi effectivement des outils pour agir, de politique publique, un lien avec nos populations, certes pas encore à parfaire, mais qui existe, et qui fait que du coup, ça fait maintenant 10-15 ans qu'à travers les plans climat, on bosse sur ces questions. Et du coup, je voulais réagir au début de votre intervention, parce que je crois que le côté transpartisan est dépassé depuis longtemps. Et qu'en fait, si on s'arrête à ça, on oublie d'aller répondre à la question qui était assez intéressante de qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui et qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Pour moi, le côté transpartisan est dépassé depuis 2015, qui a été extrêmement révélateur au moment de la COP21, qu'on sortait des silos classiques avec des politiques qui captent rien, des associatifs qui seraient les gentils, des méchantes entreprises qui veulent faire de l'argent, et d'autres acteurs. On est tombé dans un moment avec des coalitions de gens qui veulent rentrer dans les énergies renouvelables, bouleverser le système dans lequel on fonctionne, et d'autres qui sont coincés, effectivement, dans d'anciennes logiques, voire aux prises avec ce que Pascal Canfin disait avant la question des lobbies. Et donc, du coup, sur ce que vous dites aujourd'hui, je pense que beaucoup d'acteurs, d'ores et déjà, lient cette question de justice sociale à la question de la protection de la planète. J'en veux pour preuve les plans climat locaux. À Paris, aujourd'hui, quand on fait de la rénovation thermique du bâtiment, certes, c'est pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est moins 30% sur la facture énergétique, c'est de la création d'emplois locaux. Et c'est la lutte contre la pollution de l'air qui est aussi émise par le chauffage. Quand on parle demain de partenariat urbain-rural sur le développement des énergies renouvelables, c'est parce qu'on a en tête un truc qu'on a fait qui est pas trop mal sur les aires d'alimentation de captage d'eau de Paris. L'eau de Paris vient en partie d'aires d'alimentation de captage qui sont à 100-150 km de Paris. Il y a des agriculteurs. Ces agriculteurs, on leur propose de les aider financièrement à protéger l'eau. Mais finalement, en protégeant l'eau, en changeant leur mode d'agriculture, on soutient aussi une autre économie plus durable de l'agriculture qui permet aussi de protéger les sols, l'air, mais aussi pour la première fois depuis 1 an et demi de venir approvisionner les cantines scolaires à Paris. Et des exemples comme ça, je pourrais en citer des dizaines. Donc oui, je pense que nous, responsables politiques, il faut qu'on fasse ce lien, comme vous dites, entre préservation de la planète et justice sociale, mais il faut surtout qu'on prenne nos responsabilités dans les actes qu'on pose aujourd'hui. Et je pense qu'il faut quand même revenir à qu'est-ce qui se passe. Moi, je viens juste avant d'arriver, j'ai commencé à lire la loi énergie là, qui se balade sur les réseaux sociaux depuis 1h30. Je pense que ce n'est pas responsable à ce stade
de casser le facteur 4, si c'est vraiment le cas dans l'article 1 de cette loi, et de se dire que la compensation, c'est peut-être un sujet. Non, aujourd'hui, si on croit aux énergies renouvelables, il faut qu'on mise sur un objectif d'atténuation du dérèglement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc de miser sur les ENR. Non, la PPE, aujourd'hui, au stade où elle est, où on table sur une augmentation de la consommation d'énergie, quand je parlais de sobriété avant, c'est ce qui est dit dans la PPE, alors que même EDF pense qu'on va vers une baisse de la conso. On ne peut pas aujourd'hui justifier le fait qu'on va faire en même temps, continuer à soutenir du nucléaire et peut-être faire des ENR. Non, il faut prendre des grands actes politiques, de stratégie industrielle, de soutien aux ENR. C'est ça qu'on attend qui se passe, à mon avis, qui se passe dans les jours qui viennent dans l'Assemblée et dans les couloirs. Donc moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on dépasse... Enfin, moi, vraiment, je suis écologiste et je l'assume profondément, mais j'assume aussi en tant que femme politique de poser des objectifs et après d'aller les mettre sur le terrain. Je pense que cette question-là est dépassée. La question, c'est quel acte pour après vraiment avancer sur le déploiement des énergies renouvelables. Jean-Charles Collaroy, 3 minutes 19. Oui, il y a... Vous avez parlé d'augmentation de la consommation énergétique, il y a le sujet de l'électrification des usages qui a été abordé. Et donc tout dépend si on parle de la consommation d'énergie ou de la consommation d'électricité. Donc soyons bien précis là-dessus. Quand on évoque la feuille de route énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, moi je rappelle toujours qu'il y a 3 clés d'entrée. Et que si on n'en cite qu'une des 3 à dessein, on oriente un peu le discours. 3 clés d'entrée, c'est maîtrise des consommations, décarbonation, diversification du mix. Si on ne parle que de maîtrise des consommations, on pourrait presque dire qu'en maîtrisant énormément nos consommations, il n'y a pas besoin de développer énormément les ENR. Si on ne parle que de décarbonation, on pourrait presque dire que notre mix énergétique, si on parle de l'électricité, parce que je restais là-dessus, aujourd'hui est décarboné. Et si on ne parle que de diversification du mix, on peut avoir un discours anti-nucléaire. Mais dans ce cas-là, il faut ne pas oublier de rappeler qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont intermittentes et qu'il y a un sujet sur le stockage, et que aujourd'hui, les études nous montrent que l'énergie nucléaire, on peut aller jusqu'à 40 ou 50% dans le mix, mais aller plus loin, il faudra encore des innovations de rupture et de l'adaptation des réseaux. Il est important d'avoir une approche équilibrée des clés d'entrée de la PPE. Moi, c'est ce que j'essaye d'avoir dans ma présentation. Ensuite, quand on dit « et demain », le ministre d'État, François de Rugy, l'a rappelé, l'objectif, c'est de faire ici et maintenant. Donc d'essayer de ne pas procrastiner. Alors certes, on peut discuter des objectifs de 2050. Est-ce qu'on les revoit un peu à la baisse ou pas? Discussion très intéressante. Et le point de fuite de 2050, il est intéressant, et en particulier les gaziers étaient très inquiets quand on passait de 500 TWh à 100 TWh en 2050, dans les premières ébauches de la PPE. Certes, la feuille de route était tellement basse qu'on pouvait se demander si aujourd'hui l'industrie du gaz en France n'allait pas être sacrifiée. Aujourd'hui, on a un point de fuite à 300 TWh, il y a un enjeu sur le gaz vert dans la PPE, mais on a une approche plus équilibrée. Moi, je suis vraiment pour avoir cette approche avec les électriciens, les gaziers qui sont en complémentarité dans la PPE. Mais le plus important, et c'est là où on doit progresser, parce que moi je pense qu'on n'est pas encore assez bon, c'est de se donner des étapes, long terme, moyen terme, mais surtout ensuite de scander, de jalonner par des étapes court terme, contraignantes. Et je participe de ça, c'est vrai que nous devons nous donner des objectifs plus contraignants à court terme, et ne pas regarder que des objectifs long terme peu contraignants. Après, je voudrais aussi que, c'est souvent le débat que j'ai avec Éric Piolle, qui fait partie aussi de la famille à laquelle vous appartenez, c'est que moi je veux qu'on lie absolument la transition énergétique, les préoccupations environnementales avec le développement économique. Ça ira de pair. On ne parle pas assez des développements industriels qui sont liés à la transition environnementale. On ne parle pas assez de la recherche et développement. En France, on est très bon sur le R, on doit être encore meilleur sur le D par rapport à d'autres pays. La recherche incrémentale est fondamentale. À Grenoble, on a cette culture, le berceau de la Hue Blanche, d'avoir se creuser entre université, industrie, laboratoire de recherche, et c'est finalement cet environnement vertueux qui permet souvent de la recherche incrémentale dans l'industrie et de la recherche fondamentale dans des laboratoires. Et c'est ce dialogue constant qui se fait au CEA ou qui se fait dans des laboratoires de recherche, qui va nous permettre de trouver à la fois les technologies de progrès et les technologies de rupture dont nous avons besoin.
Et puis, un des derniers enjeux dont on a peu parlé, mais peut-être je n'ai pas assisté à l'ensemble des débats, c'est l'enjeu de la formation. Parce que moi, ce qui me désespère en tant que responsable politique, c'est quand j'entends des entreprises dans la chaudronnerie ou dans d'autres métiers en tension qui me disent « mais je ne trouve pas les architectes, les ingénieurs, les techniciens qualifiés dont j'ai besoin ». Et dès aujourd'hui, nous savons qu'il va y avoir des opportunités, des centaines de milliers d'emplois dans la transition énergétique. C'est pour ça qu'aussi, on fait des grands plans de développement des formations, des grands plans d'apprentissage. Parce que ça va être de la création d'emplois nouveaux. Et là, j'avoue que c'est une petite déception dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le rapport Parisot parle de 300 000 à 900 000 emplois, mais finalement peu d'emplois nouveaux dans des technologies nouvelles. Mais ça va être aussi beaucoup de conversion d'emplois. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des emplois dans les services, dans le secteur bancaire, qu'il va falloir reconvertir. Parce que quand on dit on ferme les centrales à charbon, tout le monde applaudit, on dirait que ça y est, c'est fait. Quand on dit on ferme Fessenheim, le gain politique, il est pris dans le mandat précédent. Accord socialiste vert, élection présidentielle, Hollande. Rien n'est fait au bout du quinquennat. Qui c'est qui le fait? C'est notre majorité aujourd'hui qui va sur place, qui va voir les salariés de Fessenheim, et qui fait un plan de reconversion, qui discute avec les élus locaux, qui perdent des taxes afférentes. Quand on dit on ferme les 4 centrales à charbon, quand on va sur chaque site, c'est 500 emplois, c'est une discussion avec des syndicats, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place du charbon? On fait de la biomasse? Ah oui, mais si on prend toute la biomasse du quart ouest, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc, quand on prend des grandes décisions au plan national, ensuite il faut se confronter à la réalité sociale de ce que ça veut dire. Ce sont des transitions, et ça, les responsables politiques, c'est aussi faire ça et assumer ça. Merci Jean-Charles Collaroy. On pourrait repartir sur un débat politique complet, j'ai l'impression. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir resté assis, je vous en prie.